Mesdames, Messieurs, bonsoir, chers fidèles d'Africable Télévision. Merci pour votre fidélité. Merci d'être toujours branchés au programme d'Africable Télévision. Bienvenue à tous et à toutes ce soir dans votre émission politique Le Débat, accord d'Alger, décentralisation poussée, régionalisation, fédéralisme ou partition. Mesdames, Messieurs, ce soir, nous allons vraiment parler du titre 2 de l'accord relatif aux questions politiques et institutionnelles. Pour ce soir, Mesdames, Messieurs, notre approche se veut vraiment compréhensive par la lecture, l'explication et le commentaire des textes pour permettre à nos chers téléspectateurs de comprendre les différentes interprétations que les uns et les autres font de ces textes-là. Et pour en parler, ce soir, mesdames, messieurs, émission exceptionnelle parce que nous avons 6 invités. Il s'agit de M. Ataï Ag Mohamed, chargé des questions juridiques et des droits de l'homme à la SEMA, juriste de formation en droit public international et en droit international humanitaire, licence professionnelle en gestion des entreprises et des administrations, auditeur de Master Pro en maintien de la paix et d'un exécutif master en reconstruction de l'État post-conflit. Monsieur Ataï, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Merci quand même d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. El Hadj Baba Aïdara di Sandi, premier vice-président de l'UM RDA Faso Djigui, ingénieur génie civil et entrepreneur dans le BTP, député de Tombouctou de 2007 à 2013 à l'Assemblée nationale. Il était le président de la cellule de crise pour le Nord. Monsieur Aïdara, bonsoir et bienvenue. Merci bien. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Pour les Maliens. Merci. Monsieur Moulay Ahmed Ould Moulay est porte-parole de la plateforme, ancien membre du bureau de coordination des MFUA, Mouvement et Front Unifié de l'Azawad, ayant signé les pactes nationaux en avril 1992. Il est membre du comité de suivi du pacte national de 1992 à 1996. Il intègre la fonction publique en 1996 dans le corps des inspecteurs de douane. Membre du comité de suivi des accords d'Alger signé en 2006, chef de division des bureaux puis chef de division des brigades et services de la direction régionale des douanes de Koulikoro de 2014 à 2018. Il est le secrétaire permanent du MAA de la plateforme des mouvements du 14 juin 2014. Membre du comité de suivi de l'accord d'Alger de 2015 depuis sa mise en place. Il est actuellement directeur régional des douanes de la région de Tombouctou depuis janvier 2018. Moulay, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Dissa. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous ce soir. Je vous remercie Dissa, à moi pareil. Merci beaucoup. Nous sommes également avec M. Mohamed Ag Al-Bachar, chargé de communication du MSA, maîtrise en économie à la faculté des sciences juridiques et économiques de Bamako, master en gestion des ressources humaines à l'Institut international de management de Bamako, anciennement comptable puis agent humanitaire, ayant travaillé pour plusieurs ONG locales et internationales, a participé à plusieurs formations sur les droits de l'homme, les droits des peuples autochtones, le droit international humanitaire, la gestion et la prévention des conflits, notamment à Genève, en Suisse et ailleurs. Monsieur Al-Bachar, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Dissa, merci à vous. Merci surtout à vous d'avoir accepté notre invitation. Notre 5e invité est Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré. Il est avocat, juriste spécialisé dans les questions de réforme politique et institutionnelle. Maître Touré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Merci. Et enfin, nous sommes avec Dr Mamadi Sissoko, professeur de droit public à l'université. Il est constitutionnaliste. Dr Sissoko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Dissa. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Tous les plaisirs est pour moi. Merci beaucoup. Docteur Sissoko, vu que vous êtes constitutionnaliste, pouvez-vous nous définir les concepts tels que la décentralisation poussée, la régionalisation et le fédéralisme?
ça fait beaucoup. On peut aller un à un. D'abord, qu'est-ce que la décentralisation et la décentralisation poussée? De toute façon, je me retrouve dans la problématique des États africains. Ça va, vous pouvez continuer. Alors, vous savez qu'à l'indépendance, l'organisation des États a constitué une véritable problématique pour tous les États. Donc, il y a eu des techniques d'organisation pour pouvoir soulager la centralisation. Et c'est pourquoi d'ailleurs, en son temps, dans le dictionnaire de l'Académie française, on appelait la décentralisation casser la centralisation. Donc la décentralisation en tant que telle, je vais l'expliquer ou la définir avec la régionalisation. Et ensuite, je prendrai le fédéralisme avec l'État unitaire, puisqu'il y a deux formes d'État classiques. L'État unitaire et les États composés, dont le fédéralisme. En suivant ce plan, je vous dirais que d'un côté, la décentralisation est un mode d'organisation de l'État et qui s'opère par la création des collectivités territoriales. Actuellement, bien qu'on prononce le mot local, la doctrine préfère actuellement qu'on appelle les collectivités territoriales. Sinon, local aussi, c'est acceptable. Donc, ces collectivités territoriales qui sont créées par la loi et par la volonté du gouvernement, conformément à l'article 97 de la Constitution malienne de 92, les collectivités sont effectivement créées par la loi. Donc, ces collectivités sont caractérisées par une autonomie administrative, une autonomie financière et des affaires propres. Voilà les caractéristiques. Ils ont une personnalité juridique qui leur permet d'ester en justice, de se comporter comme le gestionnaire de leurs propres affaires, mais les affaires locales qui sont déterminées par une loi. La régionalisation, c'est aussi un mode d'organisation de l'État qui consiste à ériger les régions en entités juridiques, indépendantes. Et c'est là à la fois où je vais régler la question de la décentralisation poussée. Parce que quand elle est poussée seulement, ça veut dire qu'on a constitutionnalisé la décentralisation. Ça veut dire qu'on est venu à la régionalisation, puisque la régionalisation ne peut pas se faire sans la Constitution. C'est une loi qui crée les collectivités, mais la décentralisation est garantie par la Constitution. Donc, ce qui fait que ce sont des collectivités qui ont leurs affaires propres, qui ont leurs organes propres, qui ont leurs conseils propres, mais du point de vue compétence, alors là, elles sont plus étendues dans la régionalisation que dans la décentralisation. Dans la décentralisation, ce sont les compétences administratives du gouvernement, ou certaines, qui sont conférées aux collectivités territoriales, dont la commune, dont les conseils de cercle, dont les conseils de région. Alors que dans la régionalisation, c'est totalement les affaires. Ils ont une compétence générale sur les affaires de la région. Et comme M. Lamennais l'a dit, dans le ROU, droit des collectivités, les collectivités territoriales, LDGJ 1972, et il a repris dans la dernière édition en 2016, il dit que le national, ce qui est national à l'État, ce qui est régional à la région, et ce qui est communal à la commune. D'accord. Et maintenant, pouvons-nous parler du fédéralisme? Dissa, vous m'avez posé une question essentielle. D'accord. Et si ce n'est pas compris maintenant, le débat ne servira à rien. Okay, il faut maintenant sortir la différence entre la décentralisation et la régionalisation. D'accord.
D'abord, c'est la loi qui instaure la décentralisation. C'est la Constitution qui garantit et qui crée la régionalisation. Donc, c'est pourquoi il faut des réformes constitutionnelles. Donc, aujourd'hui encore, les autorités de la région sont aussi élues au suffrage universel direct. Le président de la République est élu au suffrage universel direct. Donc, deux légitimités seront en présence. Dans la décentralisation, l'État a toujours la maîtrise sur les collectivités par le système du contrôle. Le contrôle s'appelle la tutelle. Un ensemble de procédés pour contrôler la gestion, les actes, les personnes. Alors qu'au niveau de la régionalisation, tel qu'aménagé et tel que pratiqué de la France au Sénégal, le contrôle est a priori et a posteriori. Ils ne sont pas contrôlés, les actes sont accomplis et le gouvernement est informé ensuite. Et dans un délai donné, le gouvernement peut réagir à travers la voie du juge administratif. Donc c'est une grande différence entre les deux concepts. Ce ne sont pas les mêmes concepts. Comme le temps presse, sinon il y a beaucoup d'autres choses à dire sur la différence. Maintenant, l'État fédéral et l'État unitaire. Dans le cas de l'État unitaire, il y a une seule direction de décision, un centre de décision, un gouvernement unique, un parlement unique, un système juridique unique. Mais dans la régionalisation, l'État unitaire devient complexe. Puisque l'État unitaire, à côté, aura d'autres ordonnancements juridiques. C'est pourquoi Marcel Prélot a dit que l'État devient complexe. L'État est-il un État unitaire dans ces conditions? La doctrine est partagée. Donc quand vous prenez le fédéralisme, mais c'est très simple là. Le fédéralisme, il y a un État central. Et il y a des structures fédérées, qu'on appelle les États fédérés. Aux États-Unis, si vous prenez, il y a une constitution fédérale qui concerne tout le monde. Mais il y a aussi 50 constitutions. Donc chaque État a sa constitution. Chaque État a sa constitution qui ne peuvent rentrer cependant en contradiction avec la constitution fédérale, qui est la suprême. Donc, grosso modo, comme je vois vous êtes un peu pressé, alors nous sommes des enseignants, alors je préfère m'arrêter là. Au besoin, je sortirai le reste. Merci, docteur Sissoko. Monsieur Ataï, nous allons maintenant entrer quand même dans le titre 2 de l'accord relatif aux questions politiques et institutionnelles. Au niveau de l'article 6, alinéa 2, nous avons les populations maliennes et en particulier celles des régions du Nord auront dans ces cadres à gérer leurs propres affaires sur la base du principe de la libre administration. Alors, pourquoi l'accent est mis sur les populations du Nord et pouvez-vous nous parler de quelles régions sont appelées régions du Nord? Merci beaucoup et encore bonsoir à tout le monde. Merci à Africable pour une fois encore de nous offrir la possibilité de faire un débat d'idées, d'échanges qui certainement, parce que c'est dans les dialogues et les débats qu'on a toujours, qu'émergent des bonnes idées, et surtout pour la paix, dans une situation dans laquelle nous sommes maintenant. Je vais d'abord rappeler qu'il ne s'agit pas d'accord d'Alger, c'est l'accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d'Alger, signé à Bamako. Donc c'est un processus qui a commencé depuis 2013 à Ouagadougou, ensuite avec l'accord préliminaire de Ouagadougou, qu'on n'évoque pas beaucoup, qui est un accord crucial, qui a d'ores et déjà permis, conformément à la résolution 2100 du Conseil de sécurité, de respecter les principes d'intégrité, c'est très important, de laïcité, d'unicité de l'État. Ensuite, vous avez évoqué un principe, d'ailleurs, que le professeur certainement aurait évoqué s'il avait plus de temps, c'est le principe de la libre administration, l'article 6 qui est évoqué. Comme il a dit, la décentralisation en résumé, pour compléter ce qu'il a dit, pas pour faire le contraire, ça consiste vraiment à des transferts de certains pouvoirs de l'État, n'est-ce pas, à des personnes morales du droit public distinctes de lui. Donc, d'où on va maintenant à des types qui s'appellent, il y a ce qu'on appelle la décentralisation territoriale, fonctionnelle ou technique, donc ça c'est notre détail. Mais elle est territoriale lorsqu'on parle de collectivités, dont on connaît le niveau. Il y a les régions, les cercles, les communes, les districts Bamako. Ensuite, il y a ces principes
c'est la libre administration des collectivités qui est un principe général à valeur constitutionnelle, il l'a dit, à valeur constitutionnelle, basé sur la régionalisation. D'où l'intérêt de faire la nuance entre décentralisation et régionalisation. Et l'autre chose, c'est que dans la régionalisation, comme il l'a dit, il s'agit d'une décentralisation poussée. Donc, ça veut dire qu'il y a des principes, peut-être qu'on va en arriver, parce que dans l'article, dans certains articles, vous avez entendu parler des péréquations, des subsidiarités, de ces éléments qui sont des principes, qui sont très importants, mais qui ne sont pas dans la constitution actuelle. Mais dans la constitution actuelle malienne, on a la libre administration d'une certaine façon, mais on n'a pas dit qu'elle est poussée, elle n'a pas dit qu'elle est basée sur la régionalisation. D'où cette question de la demande de réformes, voire constitutionnelles. Alors, je pense que c'est parce qu'il y a des mouvements appartenant à des régions de l'Azawad, appelés par Normali, dans l'accord d'ailleurs, nous on l'appelle Azawad, qui ont un conflit politique avec le pouvoir central, qui spécifiquement ont été cités. Mais particulièrement, on parle des régions, des collectivités, mais particulièrement des régions du Nord ou de l'Azawad pour certains. Donc, ça c'est pour dire que, quelque part, c'est pour positionner les gens qui ont des difficultés, qui ont été, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de discussions, il y en a qui disent, bon, c'est des positions. Mais après tout, les conclusions ont été que le gouvernement a reconnu qu'il a de grands problèmes à équilibrer ses positions historiquement vis-à-vis de certaines parties que nous appelons l'Azawad, Normali, qui pour nous aujourd'hui était uniquement à l'époque la région de Tombouctou, de Gao et de Kidal, mais actuellement avec Menaka et Théodeni qui sont ajoutés, toute cette bande que nous appelons Azawad. Donc, mais cet accord, il est national également, l'article 4. Je vous amène à le lire. Vous verrez que l'article, toutes les questions. Parce que si vous prenez une loi sur la libre administration aujourd'hui, c'est qu'elle est valable autant pour Kaï que pour Menaka, cette loi. Si vous transférez des compétences, parce que c'est une loi qui sera prise, cette loi, ces compétences ou ces services déconcentrés seront autant transférés à Kouloukoro qu'à Kidal. Donc, ça, ce sont des lois qui sont d'intérêt national. Donc, c'est pourquoi je voulais préciser que, et à la fin, dans la fédération, parce que la question est posée, d'ailleurs, moi, j'ai l'impression qu'on ramène en arrière, mais dans la fédération, vous avez un ensemble d'États, n'est-ce pas, qui sont autonomes chacun à sa manière, mais qui reconnaissent un pouvoir central commun, qui est l'État fédéral. Mais après, chacun, donc voici complètement la nuance, mais nous en viendrons dans les prochaines questions. Mais il y a des principes, il y a des ordres, il y a des situations qui, certainement, ont poussé à particulariser. Mais ce n'est pas un problème aujourd'hui. On a l'État qui prend des engagements par-ci, par-là, de façon particulière, sur des intérêts qui touchent des régions, mais qui ne sont pas une menace pour la nation entière. Donc la particularité n'explique pas la généralité. Merci beaucoup. Merci, M. Ataï. M. Aïdara, au niveau de l'article 6, à l'introduction même, il est écrit « Les partis conviennent de mettre en place une architecture institutionnelle permettant aux populations du Nord, dans un esprit de pleine citoyenneté participative, de gérer leurs propres affaires sur la base du principe de libre administration et assurant une plus grande représentation de ces populations au sein des institutions nationales. » Pourquoi une plus grande représentation de ces populations du Nord au sein des institutions nationales? Bon, merci encore une fois. On est à un niveau qui amène le débat. Je crois on dirait que ce débat-là vient très en retard. Très en retard, à mon avis, parce que les populations du Nord n'ont pas demandé, n'ont pas cherché, se sentent représentés, se sont toujours sentis représentés, à mon avis. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a demandé pour les populations du Nord. Ce qui aurait dû être demandé, c'est demander à tout le Mali d'être ce qui est, ce qui peut être distribué de Kaï à Koulikoro, de Kidal à Taoudeni, partout, pour que nous soyons dans les mêmes. En tout cas, à ma connaissance, dans l'histoire du Mali, les populations du Nord n'ont jamais été exclues de la représentativité, des postes dans tout ce qui est administration, militaire ou quoi que ce soit. C'est ma vision. Donc je considère que quand on a toujours dans les gouvernements les représentants du Nord, on a toujours dans l'administration des représentants du Nord, des fonctionnaires, des cadres du Nord,
On a toujours eu dans l'armée des populations du Nord. Si c'est le Nord, je dis bien, si c'est le Nord a toujours été représenté, donc je ne me retrouve pas dans cette idée. Cependant, ce qui a été fait à un moment où ce débat ne reviendra peut-être pas là-dessus. La rébellion, ou bien les gens, ceux qui ont pris les armes contre l'État, ont revendiqué un certain nombre de choses. On a signé des accords pour calmer ce qui nous arrive, ce qui nous est arrivé. Dans quelles conditions? Ça, c'est des choses tellement à étaler sur lesquelles on aurait pu revenir pour dire, on a poussé tout ça, on a parlé tout de suite du fédéralisme. Le fédéralisme, c'est des États qui se mettent ensemble pour se fédérer, pour faire un État. On ne désagrège pas un État pour que chacun aille pour être le morceau, pour faire le fédéralisme. On se met ensemble pour se fédérer. Mais casser pour faire des morceaux, moi je ne vois pas ça comme fédéralisme et ce n'est pas ce qui est demandé. Et je ne crois pas que ce soit quelque chose qui est bien pour le Mali. Ça, c'est par rapport au fédéralisme. Merci. Merci, M. Haïdara. M. Al-Bachar, au niveau de l'alinéa 1 de l'article 6, on parle d'un large transfert de compétences. De quelles compétences parle-t-on ici? Je voudrais juste un peu revenir ce que le professeur a dit par rapport à la décentralisation. Ça a été très bien expliqué. Il faut aussi, je pense, donner la valeur ajoutée de cette décentralisation, les bénéfices de cette décentralisation, parce qu'elle permet de complètement décentraliser l'État, d'amener les populations de nos régions à être plus proches des centres de décision. Vous comprenez. Maintenant, par rapport à votre question, vous dites c'est un large transfert. Oui, le transfert de compétences, il s'agit ici d'abord d'un transfert du pouvoir juridique et aussi d'une certaine autonomie financière pour les populations des régions du Nord. C'est de là qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on parle de transfert de compétences. Il peut s'agir aussi de transfert de connaissances pour permettre à ces populations de vraiment mener à bien le travail dans les régions. Mais maintenant, et comment ces transferts de compétences pourra-t-il se faire dans ces climats d'insécurité, selon vous? Je pense que le transfert, d'abord pour se faire, il faut d'abord qu'il y ait un audit au niveau de nos régions pour savoir exactement ce qu'il faut. Ça, c'est un premier aspect. Et puis, le transfert ne va pas certainement se faire dans un climat d'insécurité. Ce n'est pas possible. Il faut que nous soyons honnêtes. Et pour cela, il faut d'abord sécuriser nos régions. Toutes nos régions, et dans un climat maintenant serein, nous pouvons procéder à ces transferts en toute quiétude. Merci bien. Merci, M. Al-Bachar. M. Moulay, nous restons toujours au niveau du transfert en fait, des compétences. Alors, si tout de suite nous ne pouvons pas, alors si l'État tout de suite ne peut pas transférer ses compétences, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant et tout de suite pour que, alors si nous devons rester fidèles alors, à l'accord, l'État puisse transférer ces compétences-là? Merci beaucoup, Dissa. Je remercie d'abord Africable qui a initié la semaine dernière ce débat qui a suscité tant d'engouement. Je remercie ceux qui avaient intervenu la semaine dernière, qui ont été à la hauteur. Ils ont été vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux. Je souhaite, je prie Dieu pour que nous aussi nous soyons à la hauteur pour donner satisfaction aux milliers de spectateurs qui attendent de savoir ce qui se passe, parce que le plus important ici, c'est l'accord. C'est de l'accord qu'on parle. Oui. L'accord, c'est de l'accord qui parle de décentralisation poussée. C'est l'accord que certains soupçonnent d'être un fédéralisme caché. Pour que les Maliens comprennent, qu'est-ce qui s'est passé dans l'accord. Il y a quand même un certain nombre de jalons à poser pour faire comprendre à tout le monde et que tout le monde soit dans le sujet. Parce que si on continue sur le débat comme ça a commencé, on risque d'avoir des contradictions internes entre nous et puis finalement on va passer à côté du sujet. Le plus important à comprendre dans l'accord, ce qu'on appelle l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, c'est que c'était les réclamations de plusieurs parties. Il y avait une partie qu'on appelle la coordination du mouvement de la ZOAD. La CEMA représentait ici à ma droite par mon petit frère.
il y avait la plateforme des mouvements, qu'on a appelée plateforme de mouvement du 14 juin 2014, que je représente ici. Il y avait le gouvernement du Mali. Toutes ces entités, après Ouaga, qu'a évoqué Taï, se sont retrouvées à Alger, chacun posant ses conditions pour un accord. Chacun a posé ses conditions pour un accord. Ce que le gouvernement demandait et ce que la CEMA demandait, ce n'était pas la même chose. Ce que la CEMA demandait et ce que la plateforme demandait, ce n'était pas la même chose. Donc la communauté internationale a exigé qu'il y ait une solution pacifique aux problèmes qui existaient au nord du Mali, parce que la communauté internationale suppose qu'il y a un problème des minorités à gérer à l'intérieur du Mali. Même si du reste, certains peuvent dire que les populations touareg ou les populations arabes ne sont pas des minorités, il y a d'autres plus petites minorités à l'intérieur du Mali, c'est quand même les minorités visibles. Alors, la communauté internationale a imposé la paix entre les gens et a essayé de prendre en considération ce que chacun a dit, sans tenir compte ni de l'avis du gouvernement, ni de celui de la CEMA, ni de celui de la plateforme. Il faut qu'on soit clair, c'est ça l'accord pour la paix. C'est pourquoi il n'est pas dit que c'est un accord de paix d'ailleurs, on dit que c'est un accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Vous avez posé la semaine dernière une question à laquelle j'avais hâte de répondre si j'étais là. Vous avez dit, est-ce qu'il faut éviter l'accord? Est-ce qu'il faut retirer l'accord? Est-ce que l'accord est applicable? Et à ces questions, j'ai l'habitude d'échanger avec un vétéran du processus, un vétéran du Nord, qui dit qu'il n'y a pas 36 000 solutions pour résoudre la question du Nord. Il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y en a que 3. Première proposition, alors, on fait la partition du pays. Personne n'en veut. Même ici, personne n'en veut. La preuve, c'est que lui vous a dit, y compris la CEMA, chacun a signé l'unité nationale, l'intégrité territoriale, donc personne n'en veut. S'il y a une communauté arabe qui dit, au nord du Mali, je vais me battre pour diviser le Mali, c'est des Arabes qui vont le combattre. Si une communauté Touareg se dit, je vais chercher la partition du Mali, c'est des Touaregs qui vont le combattre. Si une communauté Soré c'est là pour dire, on va répartir le Mali, c'est des Soré qui vont le combattre. Ceci doit être clair pour chacun. Donc, alors, puisque la partition, personne n'en veut, elle est impossible. Alors, quelle est la seconde alternance qui nous est offerte? C'est celle peut-être de la guerre. Alors, la guerre, qui en veut? À qui ça peut profiter? Qui va gagner la guerre? Dans une guerre, d'abord, on le sait, il n'y a ni de vainqueur ni vaincu. Surtout lorsque tous les combattants sont d'une même famille. Ça, c'est la deuxième alternative. Il ne reste donc que la troisième alternative, c'est-à-dire négocier. C'est ce que les Maliens ont choisi par l'accord de Tamaracet en 1991. C'est ce qu'ils ont choisi par le pacte national en 1992. C'est ce qu'ils ont choisi par les accords d'Alger en 2006. C'est ce que nous avons choisi à l'accord de Ouaga. C'est ce que nous avons choisi par l'accord d'Alger aussi de 2015. Oui. La négociation. Alors, une négociation suppose de donner et de recevoir. Mais il n'y a pas d'autre alternative à l'accord. L'accord, nous l'avons toujours dit, c'est même une chance pour le Mali. Mais il faut être à mesure d'en avoir une application intelligente. Oui, mais justement, c'est là où vous avez posé ma question. Oui. Alors, si nous devons appliquer l'accord, oui. Alors dans cet accord, on parle de transfert de compétences. Oui. Alors, ma question est celle-ci. Comment transférer ces compétences dans ces climats d'insécurité? Est-ce que l'État, au jour d'aujourd'hui, peut-il transférer ses compétences? Si oui, comment? Et il y a déjà certaines dispositions qui ont été prises. Des textes ont été pris pour transférer un certain nombre de compétences aux collectivités. La plupart d'ailleurs des textes sur la décentralisation les décrets ont été pris, signés. La plupart. Mais ce que vous posez là comme problème est le véritable problème du pays. Parce que les Maliens auxquels nous sommes en train de nous adresser aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'un cours magistral là, sur le fédéralisme. Mais, même si nous, on en a tiré profit tout de suite, monsieur le professeur, ils n'ont pas besoin des divergences que nous avons entre nous. Ce dont les Maliens ont besoin, c'est la paix, la sécurité, le développement, la tranquillité. D'accord. Ceci ne peut venir que par la mise en œuvre effective de l'accord au plan sécuritaire. De ce point de vue, nous avons des divergences, y compris au sein des mouvements. Il y en a qui disent alors il faut mettre en avant les aspects politico-institutionnels. Nous avons avancé sur les aspects politico-institutionnels.
Moi, je vous dis que sur les aspects politico-institutionnels, nous avons avancé. Je vous en donne la preuve que nous avons avancé. Et Sandy a parlé tout de suite de la région de Tombouctou, la région de Théodénie. La région de Théodénie n'existait pas avant. Il en parle aujourd'hui parce que l'État a opérationnalisé la région de Théodénie. Les gouverneurs ont été installés, ils ont signé des conventions de milliards pour se restructurer, et à Théodénie et à Menaka. Les collèges transitoires à l'intérieur desquels il y a le gouvernement, la CEMA et la plateforme ont été installés pratiquement toutes les régions du Nord, en tout cas au niveau régional et au niveau CERP. Donc il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées, y compris sur d'ailleurs le processus de révision de la Constitution. Tout le monde sait quand même qu'il y a eu un comité d'experts, qu'il y a un avant-projet de Constitution. Nous allons essayer d'évoluer dans le débat, M. Moulay. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup, Maître Touré. Alors, dans le 4e alinéa de l'article 6, il est écrit « Il est reconnu à chaque région le droit d'adopter la dénomination officielle de son choix dans le cadre des dispositions relatives au statut juridique et au fonctionnement des régions. » Alors, pouvons-nous déjà considérer que certaines régions ne sont pas d'accord avec les appellations actuelles? Merci, Monsieur Dissa. Je profite de votre micro pour remercier aussi les auditeurs d'Africable ainsi que tous les téléspectateurs ici présents. Mes co-débatteurs, je les salue vivement. Je reviens à votre question en ce qui concerne la possibilité donnée aux régions de changer de dénomination. Je pense que pour mieux comprendre cet accord, les principes que cet accord prône, il faudrait se situer dans le contexte de sa négociation. Ça a été très difficile. Ceux qui étaient présents là-bas l'ont dit lors de la première émission. Ceux d'entre nous ici également qui ont vécu la négociation savent dans quelles conditions tout cela a été obtenu. C'était des concessions. Et l'accord, en réalité, si on doit le regarder, on peut dire que c'est simplement le fruit d'un processus de négociation armé. Parce que tout le monde a négocié cet accord étant armé. Nous sommes encore dans la mise en œuvre, les parties prenantes sont encore armées. Donc, à partir du moment où certains groupes armés ont estimé qu'une partie du Nord, en tout cas pour des raisons historiques mises en avant, s'appelait Azawad, il fallait trouver un point d'équilibre de sorte qu'on renvoie le traitement de la question, comme dans les accords précédents, aux populations pour qu'elles puissent décider de l'appellation qu'elles voudraient adopter. Dans le pacte national, on en avait parlé, mais en disant simplement qu'on laisse la latitude aux populations de décider de cette appellation. À la différence de l'accord d'Alger, on dit maintenant que les régions peuvent le faire, mais sans déterminer comment. On suppose que ça va être à travers des instances délibératives qui vont être installées dans ces différentes régions. Expliquez-nous les instances délibératives en français facile pour tout le monde, parce que nous aimerions vraiment comprendre, notamment en fait, comment, par exemple, si nous devons laisser les populations, les régions décider de la dénomination, comment elles vont y arriver? Qui est habilité à décider du nom que sa région va prendre? Voilà, donc c'est ce que je disais en réalité, puisqu'on a parlé de régionalisation, c'est-à-dire la régionalisation est assise sur ce qu'on appelle les assemblées régionales. Et l'assemblée régionale, c'est l'instance de représentation des collectivités en son sein. Donc les décisions en ce qui concerne la région, pour certaines choses, vont être prises au niveau de l'assemblée régionale. Donc c'est à ce niveau simplement que la question va se poser, mais le tout dans le cadre des lois qui déterminent l'organisation de ces régions. Et ces lois ne sont pas totalement encore établies. In fine, simplement, je veux dire que cette mesure a été faite simplement pour ne pas peut-être abandonner totalement la possibilité d'utilisation de la terminologie Azawad en la renvoyant simplement à un choix des populations à travers les instances délibératives. Excusez-moi de revenir sur le mot. Mais pour revenir encore sur ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au transfert de compétences, je voulais simplement préciser que le transfert de compétences doit être situé dans un contexte de partage de responsabilités entre l'État et les groupes armés, les responsabilités et les missions. Puisqu'on a fait le choix de la régionalisation implique forcément, en tout cas, le transfert de certains choix. Par exemple, si vous regardez l'accord, on se rend compte qu'il y a un problème de compréhension initialement qui a été posé. Les deux niveaux de collectivité, les deux niveaux de chevauchement de l'autorité, on ne pouvait pas savoir si l'accord traitait
tantôt des circonscriptions administratives, tantôt des circonscriptions et des collectivités territoriales. De sorte que ça a créé une grande confusion et les techniciens ont tous les mal du monde pour faire maintenant la différence entre les deux formes de circonscription. Quand on dit par exemple que les circonscriptions administratives, par exemple, c'est le niveau de représentation de l'État et le cas de déplacement de la déconcentration. Les services déconcentrés dans la décentralisation sont mis à disposition des collectivités territoriales. Mais avec cette régionalisation, on part totalement dans le cadre du transfert des services déconcentrés vers les collectivités territoriales. Et les services déconcentrés sont dirigés par des fonctionnaires. Maintenant, les fonctionnaires vont être pratiquement sous, en tout cas, la direction des collectivités. Ce n'est même pas une tutelle, parce qu'en réalité, c'est un transfert. Donc, il n'y a pas de double tutelle. Ils vont être sous la domination pratiquement des collectivités territoriales. Mais le choix de la régionalisation nous amène à cela. Maintenant, ce qu'on doit se dire en réalité, et ce qui fait peur au Mali au jour d'aujourd'hui, c'est le concept même de régionalisation et le concept de fédéralisme. Historiquement, le Mali est un pays qui n'a pas peur du fédéralisme. Dans notre passé, nous avons eu à nous fédérer avec un pays étranger. Donc le Mali n'a pas peur du fédéralisme. Le Mali n'a pas peur également de la régionalisation parce que la régionalisation a été réclamée par les États généraux de la décentralisation. Maintenant, ce qui fait peur dans cela, maintenant, c'est le rôle de l'État et le contexte surtout dans lequel cette forme d'organisation intervient. Elle intervient dans un contexte sécuritaire difficile, dans un contexte de polarisation communautaire, de sorte que toute délégation faite par l'État risque de l'échapper. Et quand on délègue sans avoir les possibilités de contrôler, on n'est plus dans la délégation, on tombe directement dans le renoncement. Donc le véritable problème, ce qui crée la peur par rapport à la régionalisation, c'est la capacité de l'État à faire face et à réguler, surtout à maîtriser ce qui va se faire en termes d'attribution de compétences au niveau des régions. Et si on n'a pas un État qui est capable de le contrôler, il est extrêmement risqué de procéder à ces transferts de compétences et à aller vers cette régionalisation sans les garde-fous nécessaires. D'accord. Mais parlons toujours des compétences, maître, je reste toujours avec vous. Vous aviez parlé d'assemblée régionale, par exemple, pour décider du nom qu'on va donner à la région, mais le nom d'une région est quand même une question de valeur, c'est une question d'attachement historique et beaucoup d'autres significations se trouvent en fait dans l'appellation d'une région. Est-ce qu'il est bien séant de laisser à une assemblée de décider de quel nom alors la région va être appelée, par quel nom la région va être appelée? Pourquoi ne pas ouvrir une telle décision à toutes les populations de ces régions, plutôt que ce soit décidé seulement au niveau de l'Assemblée? C'est en quelque sorte les failles du système de représentation. Vous savez, c'est comme un phénomène de miroir. L'homme se présente, le miroir représente. Nous sommes dans des démocraties qui sont indirectes. Nous choisissons des personnes qui parlent en notre nom. Et souvent, ce que nous ressentons n'est pas ce qui est ressenti directement. Et la démocratie directe, elle est difficilement, en tout cas, elle est utopique. On ne peut pas la pratiquer. À partir du moment où on a des personnes qui sont élues, ces personnes sont investies de pouvoir et de fonctions qui leur permettent, en tout cas, de mettre en œuvre ce qu'ils pensent être bon pour nous, quitte à nous soumettre par une forme d'expression que nous allons choisir entre nous-mêmes. Merci, Maître Touré. Docteur Sissoko, alors, nous parlons de la représentativité des populations, mais en même temps, je crois que par la Constitution, par les lois dont nous disposons, nous connaissons quelque chose qui s'appelle le référendum. Par exemple, pour décider de tels noms qu'on va donner aux populations, est-ce que l'organisation d'un référendum n'est-elle pas nécessaire ici? Merci, M. Dissa. Mais avant de répondre à ta question, je vais faire des précisions, notamment sur la libre administration, sa signification. La libre administration n'est que les garanties constituées dans la Constitution autour des compétences déléguées. Dans la décentralisation, ce sont des compétences administratives qui sont déléguées aux collectivités. Or, dans la régionalisation, il y a des compétences constitutionnelles qui vont devoir être déléguées aux régions. D'où la nécessité de réviser. Parce que les compétences constitutionnelles des autorités ne se délèguent pas. Donc la libre administration, qu'est-ce que ça veut dire en termes clairs? Ça veut dire ce qui sera donné seulement aux régions doit être respecté. Doit être respecté, et le garant de ce respect,
c'est le juge administratif. C'était pour préciser. Mais là aussi, il y a un problème. La République est une et indivisible. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le législateur ne peut pas s'attaquer à l'unité de la République. Il ne peut pas s'attaquer à l'unité des normes juridiques. Il ne peut pas s'attaquer à la direction unique de l'État. Il ne peut pas s'attaquer à la gestion établie dans la Constitution. Indivisibilité empêche le législateur à octroyer des compétences constitutionnelles comme donner le pouvoir, le code pénal, la procédure pénale, l'état des personnes et des biens, confier ça à des régions, c'est interdit. Voilà ce que veut dire la République une et indivisible. Et lorsque la Constitution dit ça, la libre administration ne peut s'appliquer que dans le cadre de la décentralisation. Et je reviens vite. Ce que Maître a dit, je ne suis pas d'accord. Il dit qu'on a fait le choix de la régionalisation. Moi, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Puisque la régionalisation est établie par la Constitution. Je n'ai pas entendu que la Constitution du Mali de 92 a été révisée. Je n'ai pas entendu. Alors je crois que vous anticipez. Deuxièmement, il a dit que le Mali a peur. On n'a pas peur. On doit avoir peur du fédéralisme. Nous avons connu le fédéralisme. Ça nous a amené, heureusement, nous nous sommes repris. Heureusement, ce sont deux pays qui ont compris que nous sommes un seul peuple. Sinon, ça aurait créé beaucoup de problèmes. Nous avons peur. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont pris des armes contre la République. En démocratie, c'est interdit. Dans notre constitution, à l'article 191, 121, je veux dire, seule la désobéissance civile est reconnue. Or, la rébellion, c'est quoi? C'est la remise en cause de l'ordre constitutionnel. D'accord, docteur, sans vouloir vous couper, je vais vous laisser continuer. Et là, le code pénal sanctionne. Je vous laisse continuer. Je n'ai pas fini. Non, je ne vous coupe même pas. C'est juste un problème technique. En fait, si vous pouviez un peu parler, voilà, un peu moins fort comme ça. Voilà. On y va. Donc, les Maliens ont raison d'avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, on s'attaque aux principes qui fondent les Nations Unies. L'intangibilité des frontières. Tout le monde sait que la régionalisation, contrairement à la décentralisation, est toujours instaurée à partir des conflits irrédentistes. D'accord. Je crois dans que tous les pays. Docteur, la régionalisation avait été déjà Non, je n'ai pas fini. expliquée. Je réponds seulement oui, aux mais questions. Docteur, que la question à vous poser, non, elle est claire. Est-ce que... Non, je crois que mon rôle est là pour éclairer. Oui, mais docteur, nous sommes sept. Nous sommes sept sur ce plateau. Bon, deuxièmement, heures. Donnez-moi le temps. Donnez-moi le temps. Docteur. Cet accord aujourd'hui, pourquoi sa mise en œuvre connaît des problèmes? Non, docteur, s'il vous plaît, on n'en est pas là. Pourquoi elle connaît des problèmes? Docteur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais je reste toujours avec vous parce que j'ai une question à laquelle vous n'avez pas donné d'éléments de réponse, docteur. J'ai dit, et j'ai besoin de votre réponse, je vous ai posé la question suivante. Est-ce que c'est à l'Assemblée régionale seule de décider de quel nom alors on va donner à la région, par exemple? C'est pour vous dire déjà que ça, nous retombons dans la même réponse. Laquelle? Dès une fois que la régionalisation est instaurée, c'est un pouvoir élu qui est sur place. Ils ont tous les droits. Tous les droits. D'accord, merci. Donc c'est pour te dire tout simplement que la régionalisation est toujours instaurée à partir des conflits. C'est un rapport... Pardon, docteur, une minute. L'accord dont il évoque aujourd'hui est un accord qui n'est pas valide. Ok, docteur. L'accord n'est pas valide, laisse-moi le Non, là, expliquer. je ne vous laisse pas ça. Monsieur Ataï, nous revenons toujours au sujet. En fait, c'est que beaucoup de Maliens veulent comprendre si les régions alors, ont le pouvoir en fait, de se donner le nom qu'elles veulent. Est-ce que cette appellation
alors doit nécessairement passer par une assemblée régionale. Est-ce que ce ne serait pas bien aussi, par exemple, d'ouvrir un référendum permettant aux populations dans ces régions-là de se prononcer sur des questions d'une aussi grande importance? Merci beaucoup, M. Dissa. D'abord, je pense qu'il est intéressant quand même d'écouter souvent les professeurs, s'ils peuvent faire l'effort de dépassionner. C'est intéressant ce qu'ils disent souvent, ce sont des prises de position, ce sont aussi des définitions qui sont clairement, qui sont d'ordre, en fait, surtout c'est un professeur, il est sur les standards, c'est évident. Mais c'est important de dépassionner et de ne pas aussi reculer en arrière, parce que là, on est juste à une étape très importante. Merci, oui, je comprends très bien. C'est pourquoi moi, je comprends bien sa posture. Donc, c'est pour dire que là, nous sommes à une avancée. Il n'est plus question de savoir pourquoi les gens ont fait ceci, pourquoi que les gens n'ont rien demandé ou tout ça. Mais même aujourd'hui, récemment, il a fallu que les ministres se déplacent dans les régions parce que la jeunesse a demandé, et j'ai fait une motion à cette jeunesse-là, qui a fait les bras de fer pour demander des droits fondamentaux. Il y a des demandes qui sont d'ordre de la justice, de la transparence, de la justice. Donc il y a des demandes, peut-être qu'elles n'ont pas demandé les mêmes choses ou les mêmes niveaux de revendications. Même au jour d'aujourd'hui, à ce moment où je vous parle, il y a des gens qui pensent encore qu'il faut la partition parce qu'ils n'ont pas confiance à l'accord, à la République. Et la République, à mon avis, n'est pas un bien d'une personne ou d'une entité unique du pays. C'est un bien commun, l'État. On est tous l'État quelque part. Mais son fondement, sa constitution, son image, on doit se voir dans cette image-là. Alors, parlant maintenant des transferts, avant, parce que c'est une question très très importante, des transferts de compétences. L'accord pour la paix et la réconciliation, c'est 19 chapitres. J'appelle les gens à les lire, c'est très important. D'ailleurs, ceux qui suivent, c'est intéressant qu'ils prennent leur copie d'accord, s'ils l'ont, ou sur Internet, qu'ils lisent, qu'ils comprennent. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prennent en otage des concepts comme ça, sur les réseaux sociaux ou sur les télés, sans faire comprendre. Il est important qu'ils lisent. C'est que c'est 19 chapitres seulement et 68 articles avec 3 annexes. Et dans ces annexes, d'ailleurs, vous avez certaines revendications qui sont aujourd'hui émises par la jeunesse, à travers la jeunesse, dans toutes les régions, qui sont des choses importantes. Maintenant, sur ces transferts de compétences, ce n'est pas une nouvelle chose. C'est qu'il y a certaines compétences qui ne sont pas d'ordre régalien. Expression que je laisserai plus tard les conseillers s'expliquer. Ce sont des choses qu'on peut octroyer, qu'on peut passer à une collectivité. Par exemple, la question de l'environnement, la question de l'école. Il y a certaines questions qui ne sont pas... Pendant la libre administration, il y a des limites. C'est que, par exemple, on ne peut pas faire des lois. On ne peut pas se permettre de faire la justice, on ne peut pas faire la diplomatie non plus à partir d'une région. Ça marche, dans certains pays, ça existe la régionalisation. Et on sent bien qu'ils sont souverains, ils sont intègres, ils sont en développement, et même dans la fédération d'ailleurs, si vous voulez. Mais là, pour le moment, l'accord pour la paix et la réconciliation, il prône une décentralisation poussée qui est en quelque sorte une régionalisation. Et je reviens à votre question qui est d'ailleurs importante, c'est celle de savoir pourquoi est-ce que des régions peuvent... Jusqu'ici, l'accord ne dit pas de façon explicite que c'est les régions qui choisissent. En fait, de façon qu'un conseil, le conseil régional ou l'assemblée régionale qui choisit. Dans le système, dans la subsidiarité, si j'anticipe un peu plus, vous allez voir dans certaines dispositions de l'accord, c'est que la subsidiarité, c'est aussi une maxime politique et sociale, fait qui, quelque part, qui suppose que lorsque la responsabilité de l'action publique, n'est-ce pas, est nécessaire, il revient à l'entité compétente la plus proche de ceux concernés, n'est-ce pas, par cette action publique, qui fait directement concernés par cette action. Ça revient de choisir. C'est pourquoi souvent vous entendez parler de référendum local ou bien des pétitions dans certains États, des pétitions contre une disposition de question de mœurs. C'est ça en fait. C'est qu'il n'est pas dit que c'est le conseil qui va délibérer sur dans la région. Ça peut être un référendum local. En fait, ce n'est pas dit clairement que c'est le conseil régional ou l'assemblée régionale qui le fera. Pas du tout. Oui, donc, justement, ma question, M. Ataï, je reste toujours avec vous. Ma question, M. Ataï, oui. Ma question en fait, quelle est par exemple votre position si nous devons laisser alors, à une assemblée régionale de décider du non ou si nous devons laisser aux populations de décider du non. Alors, quelle est votre position entre les deux options, par exemple? Ce qui est important, c'est que dans l'accord, il est dit les régions ont le choix. Il n'est pas dit qu'une assemblée. Justement. Mais nous pensons que le référendum serait une très bonne option. C'est démocratique. Il ne s'agit pas aussi de changer ce qu'ils ne veulent pas. Il y a des gens qui ne vont même pas aborder ces questions. La question de l'enzava dont parlait Maître d'ailleurs, qui n'a pas été bien compris sur certains aspects, c'est que
Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que l'Azawad, ça existe. Moi, personnellement, je sais, c'est propre à moi, c'est mon droit de les penser. Quelqu'un peut l'appeler scorpion ou diable, et moi, je l'appelle Azawad. Et les fleuves Niger, le Nigeria, ça vient de noms de fleuves. Il y a plein d'exemples. Ce n'est pas parce que ça a un sens quelque part géographique, quelque part, que moi, je n'ai pas le droit. Les Mali, c'est l'hippopotame à la base. Donc, et pourtant, on l'adopte. Bamako, moi, j'ai envie de Bama dans ma vie. Mais c'est quoi Kouloukoro, il n'y a pas de Koulou à Nara, il n'y a pas de Koulou à Fana. Mais je vais juste dire que ce n'est pas ça. Le plus essentiel aujourd'hui, comme M. Al-Bachar le disait, c'est permettre aujourd'hui à rester dans l'état unitaire qui permet la décentralisation poussée, qui permet toute la régionalisation, sans pourtant sortir de l'état unitaire. C'est bien possible. Donc c'est un principe qui est capital. D'accord, nous allons évoluer dans le débat. Je ne sais pas si je vais, si vous permettez une seconde, je ne sais pas si vous voulez poser la parole, mais je vais juste dire que quelqu'un a parlé de père de l'État. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que chacun de nous a interprété l'histoire de sa façon. J'ai toujours dit ici que dans notre histoire, les zones, les territoires, les terroirs, les populations, les communautés, les identités n'ont jamais eu la même approche vis-à-vis du pouvoir central. On ne peut pas les nier. C'est-à-dire que autant il y a une particularité de rapport entre le pouvoir central depuis 1960 avec les régions de l'Azawad ou du nord du Mali, autant il y en a entre aussi les pouvoirs centrales et les Touaregs, particulièrement. Mais c'est une histoire, on l'a fait, mais cela ne veut pas dire qu'il y a une compétition. Dire qu'ils n'ont pas demandé, mais quand vous prenez aujourd'hui l'espace, aujourd'hui, si on n'en prend pas compte, on ne peut pas être. L'intégrité, il faut créer l'intégrité et la souveraineté. D'accord. C'est très important. Nous allons évoluer dans le débat. Monsieur Aïdara, alors, qu'est-ce que vous auriez préconisé entre le fait que ce soit des assemblées régionales qui vont décider de l'appellation des régions, ou alors plutôt les populations elles-mêmes et directement par voie référendaire, par exemple? Merci Dissa. Je vais revenir sur 2 petits points ou 3 petits points qui ont fait l'objet d'interventions tout de suite, qui ont marqué mon attention. C'est d'abord l'accord d'Alger, quand ça se signait, c'est comme si on nous l'a imposé en Algérie, ce n'était pas l'avis de tel et tel et tel et tel. Attendez. Non, c'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. Donc, je me demande, ça veut dire tout simplement, bien sûr que la CEMA ne sera jamais d'accord avec ça. C'est parce que tout simplement, la base de l'accord d'Alger a été préparée ailleurs et imposée par la communauté internationale, malheureusement, à notre État qui était faible. Ça, c'est un principe clair. Parce que, et c'est de là que toute votre question, je disais ça dans ma première intervention, toute votre question est vraiment inversée. Ça veut dire tout simplement que est-ce que l'accord partait au fédéralisme ou bien nous amenait à une généralisation, une régionalisation ou autre? Non. C'est ce qui était prévu pour être appliqué au Mali, qui partait à ce désordre jusqu'à la partition du Mali, mais l'accord, dans son cadre, l'a arrêté. Voilà ce qui est en réalité. Et je voudrais dire que les éléments qui composent l'accord, de manière, Moulay l'a dit, il n'a pas peut-être été dans sa profondeur, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais pourquoi on n'a pas fini de l'appliquer? Parce que le reste qui doit être mis en exécution est difficile ou n'est pas facile à être mis en accord, en exécution, et c'est la raison pour laquelle nous devons être souples. Les hommes qui ont signé les accords, nous qui sommes des Maliens maintenant, on nous en a imposé. Aujourd'hui, nous avons conscience que tout le monde veut la paix. Ce qui n'est pas possible, n'est pas possible. Revenons là-dessus et acceptons ça de manière souple. Et deuxièmement, je veux encore parler de ce nom de région dont vous venez de parler. Avant de parler de ça, je veux parler de cette forme de revendication dont vous avez parlé. Vous avez parlé des jeunes qui ont fait ça à Tombouctou, à Menaka et autres. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, attendez, le débat c'est quand on vous donne la parole aussi. C'est-à-dire, j'ai dit que vous avez posé ça. Mais attention, ces gens n'ont pas pris les armes contre leur État pour revendiquer. Mieux vous,
ceux qui ont pris les armes, je ne sais pas, vous êtes Sema, est-ce que vous étiez là en tant que président de la cellule de crise de l'Assemblée nationale en novembre 2012, en novembre 2011, j'ai pris mon véhicule avec 12 députés du Nord et du Mali pour aller jusqu'à Zakak, aller dans les grottes, m'asseoir avec Bilal Aga Sharif et leur groupe pour leur dire n'amenez pas ce désordre, on va finir par nous asseoir. D'accord. Quel temps Monsieur perdu. Aïdara, est-ce que nous pouvons J'arrive, je vous réponds tout de suite. Voilà. Quel temps perdu. Quel temps Docteur, s'il vous plaît, et Monsieur Aïdara, excusez-moi un instant. Vous Docteur, allez mettre de l'ordre. Docteur Sissoko, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Docteur, vous savez, cette émission est hyper suivie. C'est des millions de Maliens qui sont en train de nous regarder. Et je ne crois pas qu'à ces rythmes-là, ils vont être vraiment fiers de nous. Je vous en prie. Il faut me laisser le faire déjà. Voilà. Et commencer par donner le bon exemple vous-même. Alors, okay, j'ai dit, les formes de revendication ne sont pas les mêmes. Et malgré nos conseils, en 2011, avant qu'ils ne sortent des ACAC, parce qu'ils se sont crus armés et pouvoir faire le désordre contre le Mali, ils ont mis le Mali dans un désordre qui existe aujourd'hui. C'est un désordre. D'accord, monsieur Aïdara, on est revenu. Bon, alors je vais répondre à votre question. C'est ça. Moi, j'émane d'un parti, le parti de l'indépendance. Ce parti-là connaît tellement les profondeurs et les sensibilités de notre pays qu'ils ont évité de donner des noms aux régions. Première région, deuxième région, troisième région, c'est pas rien. Prenez-moi Sikasso, vous lui donnez quoi? Beledougou, Ganadougou ou Kenedougou? Chacun va répondre, chacun va crier et les populations seront en divergence. Donc franchement, autoriser d'autres à aller donner de nom à une région qui ne convient pas à la majorité de la population, parce que chacun a son origine ou bien chacun a son point de départ, n'est pas une bonne chose. Merci, monsieur Aïdara. Monsieur, c'est à vous le tour. Ok, monsieur, merci beaucoup, monsieur Moulay. Oui, mais une question. En fait, au jour d'aujourd'hui, comment peut-on en fait déterminer le fait que X est ressortissant de telle région du Mali? C'est-à-dire comment déterminer l'appartenance des Maliens à une région spécifique? Par exemple, un Koulibaly qui est à Gao sur 3-4 générations. Alors, est-il par exemple quelqu'un de Ségou, quelqu'un de Gao? Si nous devons par exemple organiser un référendum local par exemple, alors comment on va organiser le vote? Est-ce que c'est avec les gens qui sont dans la région de Gao tout de suite? Ou alors c'est avec tous ceux qui se réclament de Gao, qu'ils soient à Molodo, qu'ils soient à Sikasso, qu'ils soient à New York? Comment va-t-on faire? Merci, monsieur Dissa. Bon, je crois que si on doit organiser un référendum au Mali, ben, chacun a un endroit où il vote. Le fait que moi, en ce moment, je réside pratiquement à Bamako. Je vote à Bamako, mais j'appartiens à la région de Taoudeni. Si M. Koulibaly ou M. Diarra réside à Taoudeni, il va voter à Taoudeni. Moi, je ne vois aucun inconvénient à ça. Et puis, il n'y a pas de confusion possible. Et ce qu'il faut retenir, ne pensez-vous pas qu'il faudra? Dis ça, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'on doit calmer les jeux. Et surtout, on doit éviter que le problème du Nord, qui est un problème très sensible, très sensible, tout à fait, soit mis au devant de la scène politique. Si on peut éviter ça, on aura gagné grand-chose. Tout à fait. On doit vraiment épargner ce problème parce qu'il y va, comme on le dit, de l'intégrité, de l'unité nationale du pays. Si des gens ont accepté, renoncé à tout ce qu'ils avaient comme revendication, et nous on savait quelles étaient les revendications, même si ce n'était pas nos revendications. Nous on était à Ouagadougou, on n'était pas en belligérance avec l'État du Mali. On n'a pas pris les armes contre l'État. On nous appelait les adhérents à l'accord. Mais nous savons que quelqu'un qui a dit je veux l'indépendance, qui un beau matin dit bon écoutez, je renonce à l'indépendance pour faire partie du Mali, il doit être accompagné. On doit accompagner, on doit rassurer les uns et les autres qu'ils peuvent être des Maliens à part entière. Écoutez, ce qu'on appelle les régions du nord du Mali, c'est quand même 2/3 du territoire. C'est les 2/3 du territoire. Et je crois que le Caïsien qui est à Caï, à Nara, à Nyoro, il tient à cette portion du territoire à Kidal. Vous voyez comment l'effet que ça fait quand on parle de Kidal? Est-ce que Kidal fait partie du Mali? Si vous demandez à un type de Kati, il est dans tous ces états. Il faut que le Mali soit à Kidal.
Alors, si on veut que le Mali soit à Kidal, si on veut que le Mali soit sur toute l'étendue du territoire, il faut que chacun accepte de donner un peu de lui-même. C'est pourquoi j'ai dit il faut faire une lecture intelligente de l'accord. On a eu tout à l'heure un faux débat. On parlait d'assemblée régionale. Il n'y a aucune assemblée régionale au nord. C'est l'accord qui parle d'assemblée régionale. La Constitution parle de conseil régional. Tant qu'on n'a pas modifié la Constitution, on ne peut pas parler d'assemblée régionale. Donc ce n'était même pas, ce n'était vraiment pas à l'ordre du jour. Bon, si vous le pensez, nous le pensons aussi, professeur. Nous le pensons, nous le savons aussi. Mais nous avons dit qu'il faut faire une lecture intelligente de la situation. Et quelle est cette lecture intelligente La lecture selon vous? Je l'ai dit. Il y a quelque chose que je ne veux pas rater de dire ici, sur ce plateau. Je dis, la communauté internationale, si elle nous a imposé l'accord, elle s'est aussi portée garante de l'accord. On a besoin de sentir son accompagnement dans la mise en œuvre de l'accord. L'accord est tellement ambitieux. Il est tellement ambitieux, il est tellement difficile à mettre en œuvre sans les moyens. Et tout le monde connaît les limites de notre pays. Tout le monde connaît les limites financières de notre République. La communauté internationale qui nous l'a imposé doit nous accompagner à mettre ça en œuvre. À mettre ça en œuvre, mais de la façon la plus intelligente, exactement comme certains camarades l'ont dit ici. Je crois qu'un accord, c'est du donner et du recevoir. Il faut accepter de céder sur certaines choses. Il faut qu'on soit sincère. Il faut qu'on soit sincère. En fait, il faut que les partis soient sincères. Si vous me permettez, M. Moulay. Oui, dis ça. En fait, ici à Africable, notre option, notre ambition, c'est vraiment de permettre aux téléspectateurs de comprendre l'accord. Si les signataires ont compris l'accord, est-ce que tous les Maliens ont compris l'accord? Je ne crois pas. Voilà pourquoi nous vous posons des questions de ce genre. Et donc, pour revenir encore à ma question, dans cette situation actuelle, si nous devons, par exemple, donner de nouvelles dénominations aux régions, quelle est la voie par laquelle nous devons, en fait, y arriver ou par laquelle nous devons partir? Est-ce que c'est une assemblée régionale ou un conseil de région de cercle, je ne sais pas, qui va décider de cela, ou alors va-t-on laisser les populations elles-mêmes alors le soin de donner l'appellation qu'elles veulent? Je préfère, moi, commencer par la fin de votre question. Est-ce que c'est nécessaire de donner des noms aux régions? Je ne sais pas, c'est quand même dans l'accord. On a donné la possibilité à des assemblées régionales qui, pour le moment, n'existent pas. Je ne vois pas votre inquiétude. Pour le moment, c'est ça. On a dit, vous savez qu'il y a en ce moment des larges concertations, et ces concertations doivent être plus larges pour conduire, moi j'estime, à un dialogue vraiment inclusif où les gens vont donner leur point de vue sur tout ce qui doit se passer par rapport à la révision de la Constitution. Donc moi je ne vois pas pourquoi on se précipite pour prendre des choses qui sont dans l'accord qui ne sont pas encore là et en créer des problèmes. Il faut aller à l'essentiel. Donc faudrait-il attendre qu'on soit en face de ça et donc avec les problèmes que cela pourrait soulever pour trouver maintenant, chercher à trouver une solution? Du tout, ce n'est pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais J'ai dit, il faut aller à un large consensus sur tout ce qui peut être admis de la révision constitutionnelle. Il ne faut pas réviser la Constitution parce qu'on doit la réviser. Nous savons qu'il y a eu plusieurs tentatives de révision de la Constitution. Je crois que c'est la troisième, depuis 15 ans ou depuis 20 ans. Alors, toutes ces révisions avaient quand même des choses positives. Tout ce qui avait voulu réviser avait des choses positives à apporter. Il faut tenir compte de tout ça. Mais il faut tenir compte aussi de tous les aspects positifs de l'accord qui peuvent mettre les Maliens ensemble. Parce que pour garder l'unité du Mali et son intégrité, il faut pouvoir mettre les Maliens ensemble. D'accord, merci M. Moulay. Monsieur Al-Bachar, dans l'accord, on parle alors de la création d'un Sénat ou d'une institution en tout cas appropriée. Alors, quelle serait l'utilité de ce Sénat-là, selon vous? Je pense qu'avant de répondre à votre question, je vais revenir un peu sur ce qui a été dit ici. Nous sommes, comme vous l'avez dit, suivis par des millions de Maliens. Je pense que cet accord pour la paix au Mali est une chance. Et c'est vraiment dommage de quelque part le diaboliser parce qu'il a été obtenu difficilement pendant plusieurs rounds à Alger. Mon aîné ici a fait partie de tous les rounds, il sait de quoi il s'agit. Maintenant, pour ce qui est de votre question, je pense que le Sénat est très important. D'abord, le premier point, c'est quoi? Il va créer
c'est une deuxième chambre qui va créer un contrepoids à l'Assemblée nationale qui existait déjà. Ça, c'est un premier aspect qui est positif. Le deuxième aspect, c'est le fait de pouvoir, bien sûr que certains sénateurs seront élus, mais d'autres seront aussi nommés par qui de droit, et cela permettra par exemple aux chefs traditionnels, aux autorités coutumières, à certains responsables qui sont là, de pouvoir être nommés à ces fonctions-là et de pouvoir participer à la vie active de la nation malienne. Voilà, je vous remercie. Et maintenant, au niveau de la nomination des sénateurs, ne devons-nous pas craindre, quand nous savons en fait les comportements en cours chez nous, ne devons-nous pas craindre alors des nominations abusives? Je pense qu'il faut aussi quelque part faire confiance à l'appareil d'État. Il faut faire confiance à nos gouvernants. Bien sûr qu'il peut y avoir des abus. Il peut y avoir des abus et certaines personnes vont nommer peut-être des proches, ce que je ne souhaite pas. Mais je pense qu'il faut faire confiance à l'administration, il faut faire confiance à l'État qui nomme ces sénateurs-là pour qu'ils puissent choisir les bonnes personnes appropriées qui vont aider l'État dans sa tâche. Merci, M. Al-Bachar. Ouais. Maître Touré, nous voyons dans un alinéa améliorer la représentation des populations à l'Assemblée nationale par l'augmentation du nombre de circonscriptions électorales et ou toute autre mesure appropriée. Quels critères doivent présider selon vous à l'érection en fait, de nouvelles circonscriptions électorales? Est-ce que nous devons aller sur la base du critère démographique ou du critère d'étendue territoriale, selon vous? Merci beaucoup, M. Dissa, de cette question. Je voudrais, avec votre permission et la permission de tout le monde, revenir un peu sur ce que notre professeur a dit ici. Je pense que vous l'avez rappelé avant le débat, nous sommes là pour nous faire comprendre et nous sommes dans la première phase des questions qui portent, si je me rappelle bien, sur les explications des concepts. Tout à fait. Le professeur a très bien commencé par ces explications, n'est-ce pas? Et dans cette perspective, moi je pense que l'écoute réciproque, c'est quelque chose de fondamentalement important dans ce genre de débat. Ce n'est pas la puissance de la voix ou le débit de la parole qui font l'analyse. Il faudrait qu'on s'écoute un tout petit peu pour pouvoir avancer sereinement dans ce débat. Cela dit, je n'ai pas affirmé ici que la régionalisation est actée dans la Constitution. J'ai dit la décentralisation prônée par l'accord était déjà une réclamation des États généraux de la décentralisation. C'est ce que j'ai dit précisément ici. On peut parler de la régionalisation parce que nous sommes dans des perspectives institutionnelles. Et qui parle de perspective parle de projection. Ça veut dire ce qui n'est pas forcément encore là, pour permettre aux uns et aux autres de comprendre. C'est la logique du débat. Tout à fait. Mais s'il faut attendre qu'on révise la Constitution, qu'on mette la régionalisation pour en parler, je pense que la thématique est déjà faussée à ce niveau. Tout à fait. Premier aspect. Le second aspect maintenant, je reviens à ce que vous avez posé comme question en faisant l'économie et de tout le reste. Est-ce que cette situation dans laquelle nous nous trouvons ici est une situation qui est propice vraiment pour atteindre les objectifs de cet accord? Et votre question, elle porte aussi, j'ai même oublié la question pratiquement, veuillez me la rappeler. En fait, quels sont les critères? Les critères, voilà, de l'augmentation des circonscriptions électorales. Faut-il aller sur la base démographique ou sur la base d'étendue territoriale? Moi, je pense que c'est les deux critères qui valent. L'érection d'entités, en même temps, tenir compte également du nombre de populations. Parce que les circonscriptions électorales ont vocation à reproduire la représentativité. Ce qu'on représente, ce sont les populations. Une personne élue avec 5000 personnes, une circonscription avec 5000 personnes qui a un député, et une circonscription également qui a 10 000 personnes avec un député, je pense que ça fausse le poids démographique et ça fausse même le jeu de la légitimité également. Donc je pense que le critère géographique est très important, mais le critère également démographique doit rentrer aussi en compte et jouer sur les deux paramètres pour pouvoir avancer. Maintenant, l'idée même de la création des circonscriptions électorales pour augmenter la représentation des populations du Nord au sein des instances nationales, tout cela procède, à mon avis, franchement, de cette logique de reconstruction administrative, en commençant par la restauration de la légitimité pratiquement. Alors que nous sommes dans un contexte sécuritaire. Ça a été dit ici par Al-Bachar au début des propos. Ce dont on a besoin au jour d'aujourd'hui sur le terrain, c'est la sécurisation. La régionalisation, c'est un bon schéma.
théoriquement très séduisant. Ça promet beaucoup de bonnes choses pour les collectivités. Mais encore, faudrait-il qu'on soit dans un État qui est capable d'organiser la sécurité même des régions, la sécurité des représentants de l'État dans les différentes régions. Si on n'a pas un État qui est capable d'assurer la sécurité, on ne peut pas faire ce genre de réforme. Et je pense même que peut-être le problème même de l'accord réside moins dans sa relecture que dans l'ordonnancement des piliers de l'accord et de leur mise en œuvre. Moi, je pense sincèrement que si on inverse la logique, en ramenant les questions politiques et institutionnelles au 4e plan, en érigeant les questions de sécurité et défense au 1er plan, l'État va recouvrer sa souveraineté de manière juste qu'il va exercer sur toute l'étendue du territoire national, parce que tous les groupes armés sont d'accord que l'État doit revenir et que la violence légitime doit être le monopole exclusif de l'État. Sans puissance publique, on ne peut pas avoir un État qui organise un cadre. Si on restaure l'État dans ses fonctions sécuritaires, en recomposant l'armée, mais en la redéployant, pas selon la formule qui est dans l'accord, mais en la redéployant dans la logique de l'armée nationale, je pense que ça restaurerait l'État et ça permettrait à l'État d'organiser le cadre de déploiement des services sociaux de base. Et si les jeunes sont dans cela, nous sommes pratiquement dans le second pilier. Les services sociaux de base installés, les activités économiques déployées, je pense que les jeunes auront autre chose à faire que de prendre les armes. La justice, la réconciliation, les questions humanitaires viendront toutes seules. Et quand on sera un peu plus calme, on va s'attaquer aux questions politiques et institutionnelles. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on bute sur la mise en œuvre des questions politiques et institutionnelles. Parce que la reconstruction des États post-conflit, par l'approche purement administrative qui consiste à réformer le corpus purement législatif, est un schéma qui ne peut pas être opérationnel dans un contexte de conflit armé où il y a des groupes armés qui occupent des portions du territoire. Si tout à l'heure, à cet instant précis, on décide de donner l'indépendance à l'Azawad, on va donner cette indépendance auquel les groupes ici présents. Est-ce qu'on va donner ça à la CMA, au CSA, au MAA? On ne peut pas. On va rester dans un schéma où nous déléguons, nous donnons une indépendance à des groupes qui sont rivaux. Les rivalités internes sont énormes. On a vu le cas de l'Angola. L'indépendance a été donnée pendant qu'il y avait une prolifération de groupes armés. Ils ont fait 27 ans de guerre. Le Soudan du Sud, l'indépendance accordée, il y a eu plus de morts que pendant la rébellion. Le cas de la Libye est là. À partir du moment où l'État est tombé, les groupes armés ont occupé les territoires. C'est devenu un véritable désordre organisé. Donc, dans le cadre du Mali, est-ce que nous pouvons déléguer, est-ce que nous pouvons aller sans pour autant avoir une entité qui est capable de contenir toutes ces velléités? Même le comité de suivi de l'accord, que de difficultés pour sa composition. Même à l'interne, les groupes armés ne parviennent pas à parler le même langage. Ce qu'il faut restaurer, c'est que l'État doit revenir avec une armée recomposée. Mais le redéploiement ne peut pas se faire en mettant les groupes armés majoritairement dans les coins où ils résident actuellement. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, on va contribuer à prolonger les rivalités qui sont entre ces groupes armés au sein de l'armée nationale. En faisant cela également, on va diminuer fortement l'impact que l'État peut avoir en termes de capacité de régulation sur ces zones avec les pouvoirs qu'on va transférer maintenant aux organes des collectivités territoriales. C'est pourquoi je dis qu'on ne peut pas déléguer sans avoir la possibilité de contrôler. Une délégation sans capacité de contrôle est un renoncement et ce risque est très énorme et nous devons sortir de ce schéma qui nous a amené à commencer par la fin. Les questions politiques et institutionnelles sont des points de divergence. Mettons-les à la fin, sortons les points de convergence, travaillons là-dessus et tout le monde est unanime que la sécurité elle est prioritaire, le retour de l'État et les questions de développement économique, social, les infrastructures et les services sociaux de base sont prioritaires. Donc on inverse la logique des piliers de l'accord dans la mise en œuvre. Et à terme, moi je pense qu'on n'aura même pas besoin de réviser et les réformes politiques institutionnelles se feront toutes seules, peut-être même entre simplement des techniciens. Merci, Maître Touré. Docteur Sissoko, article 7, les partis reconnaissent la nécessité d'un partage des missions et responsabilités entre l'État et les collectivités territoriales pour assurer le niveau d'efficacité requis et la prise en compte des besoins et demandes des citoyens et des communautés à la base. Est-ce que l'accord prévoit alors la mise en place ou la création d'un outil pour la bonne gouvernance et d'un outil pour la punition alors des corruptions et autres détournements des deniers publics? La régionalisation en elle-même est une politique. La régionalisation en elle-même est une politique publique cancéreuse.
cancéreuse. Partout où elle a été pratiquée, elle n'a pas réussi. Elle a abouti à des divisions, à des séparations, à des ruptures, à des condamnations. Prenez l'Espagne. Les Catalans sont en train de perturber la vie sociale dans ce beau pays. Prenez l'Italie. En 1994, le Sénégal l'avait fait. Il l'a vite reculé. La France elle-même a tenté. Depuis 1829, cette question bute. La régionalisation est une politique cancéreuse. C'est la base même, c'est un conflit supplémentaire. Sinon nous allions nous entendre. La décentralisation est la seule solution aujourd'hui au règlement de ce conflit. La régionalisation est adoptée comme une solution à une crise. Elle est adoptée comme une solution à une crise. Or, ça devait être un mode d'organisation. Mais partout où on l'a utilisé, c'est dans le cadre des conflits. Ce n'est pas une solution. Ça va nous amener au drame. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous dire clairement que cet accord obtenu le couteau sur la gorge, en droit international, la violence est une cause de nullité. Cet accord est nul et non avenu en droit international. Au niveau du droit interne, cet accord n'a jamais fait l'objet de ratification. J'ai des jurisprudences constantes qui disent que lorsqu'un tel accord n'a pas fait l'objet de ratification, eh bien moi je crois que la Cour ne peut même pas l'appliquer. N'existe pas. La signature d'un accord en droit international marque 3 étapes. L'authentification des parties, l'authentification du texte, la date et le lieu de l'accord. Voilà tout. La signature d'un tel accord n'engage pas les parties, ne crée aucun effet juridique. Lire David Rousier, droit international, 15e édition, page 16. Le gouvernement n'est pas engagé. Les groupes armés ne sont pas engagés. Un engagement international qui a ignoré notre constitution, qui a ignoré le peuple malien, ne peut pas produire d'effet juridique. La France ne peut pas venir expérimenter ce qui a échoué, c'est elle. Nous n'en voulons pas. Et je travaillerai dans ce cadre-là. C'est pourquoi épargne-moi du commentaire d'un accord qui n'existe pas dans ma tête. Je vous remercie. D'accord. Merci, docteur Sissoko. Monsieur Ataï, nous revenons donc à cette question-là parce que nous parlons de gouvernance aussi au niveau local. Alors, avec l'accord, qu'est-ce qui est prévu comme outil en fait, de mesure de la bonne gouvernance et comme instrument en fait, de coercition, de punition des délits de détournement des deniers publics? Merci beaucoup. Merci, M. Dissa. Moi, je pense que M. Touré l'avait évoqué quelque chose de très important, c'est que vous nous avez conviés pour vous dire est-ce que l'accord pour la paix et la réconciliation est-elle une décentralisation comprendre les articles, exact, comprendre les tout ça. interpréter. Donc, je pense que déjà, on n'est pas là pour déclarer qu'il est caduc ou non. Je pense qu'on doit expliquer aux téléspectateurs son contenu afin qu'il soit assez approprié et permettre aussi qu'on avance et le réguler sur des aspects qui n'apportent pas la paix. Alors, c'est pourquoi on est depuis 4 ans sur des périphériques, en fait. Quand mon aîné disait qu'on a beaucoup d'avancées sur les questions politiques institutionnelles, moi, je ne vois rien qu'on ait créé, tout intérimaire. Autorité intérimaire, MOC est intérimaire, finalement, ils ont même fait des délais accélérés pour des militaires. On n'a aucune. Le code de collectivité capacité a été rejeté parce qu'il n'est pas conforme à l'accord. La loi sur l'administration qui avait été votée, on l'a rejetée ensemble, plateforme SMA, parce qu'il n'est pas conforme à l'accord. Nous n'avions pas les assemblées régionales qui sont mises en place, il n'y a pas de révision constitutionnelle. Donc, au niveau institutionnel, je ne pense pas qu'on ait des avancées. Mais on a quand même, ce qui est important, c'est les dialogues, c'est les tentatives, ça c'est important dans un processus. Autre chose, c'est que l'accord n'est pas international. Quand on parle de ratification sous réserve, c'est que c'est dans les conventions qu'on parle de ratification. Mais pour moi, l'accord pour la paix est un accord interparti local et il n'a pas de nature juridique internationale. Donc la ratification n'est pas... peut-être qu'on peut parler du fait qu'il faut qu'il passe à l'Assemblée, qu'il y ait un vote, mais l'Assemblée a communiqué, après la signature, l'Assemblée a fait une déclaration commune, collective de tous les partis politiques pour dire nous adhérons à l'accord, nous reconnaissons l'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait un vote pour qu'il y ait une décision de l'Assemblée nationale.
Après tout, il y a des interprétations, comme l'a fait Maître Touré, qui pensent que c'est dangereux de passer. Mais ce sont des opinions, ce sont des hypothèses, et c'est relatif, c'est relatif. Autant c'est valable, autant il peut les penser, moi je peux penser le contraire. Ce sont des opinions. Ce sont des opinions, et quand c'est bien, quand ça reste des opinions. Autre chose, sur le fait que, on n'a pas parlé de certaines choses, c'est les services déconcentrés. Dans la décentralisation, on a le transfert de compétences, qui est généralement connu. Mais là, on parle de transfert des services déconcentrés. Maître Matata Touré avait commencé à expliquer ça au début. C'est que cette fois-ci, nous avons des services déconcentrés qui seront aussi transférés. D'ailleurs, dans l'exercice qui a été fait dans les projets de décret qu'on avait essayé de faire passer récemment, on avait identifié 23 services déconcentrés, hein, mais 10 prioritaires. Uniquement, il y avait un décret des modalités de transfert des services déconcentrés. Donc, les départements sectoriels sont en train de travailler comment les déconcentrer, ces services-là. Et ça, c'est très important. En plus des compétences, il y a des services, il y a des ressources. Maintenant, par rapport au Sénat, qui est aussi une chose importante, ce n'est pas la première fois que le Sénat devient un débat dans ce pays-là. Donc, c'est le référendum qui décidera. Il y en a des gens qui sont dans l'accord, ils ne voient que le Sénat comme danger. Certains pays l'ont essayé, ça n'a pas marché, ça a discuté. Mais c'est une proposition parce que, quelque part, vous avez une instance, une institution qui, qui va aider l'Assemblée sur des lois et qui, à la fin, vous allez avoir des personnes qui sont souvent des communautés, mais bon, je ne connais pas dans les systèmes où c'est des gens qui sont nommés, c'est dans les systèmes, en tout cas, du droit que j'apprends. Mais ça peut exister, mais il y a des critères qui vont définir une loi. Une loi va dire qu'il faut que la personne soit un ancien combattant et un combattu de cette guerre. Ça existe aux États-Unis, par exemple, à titre d'exception, des sénateurs qui sont des vétérans de la guerre, des généraux qui ont fait le Vietnam, pour cette raison-là, mais c'est des critères. Donc, le président de la République, il prend un décret pour valider lorsque les critères sont accomplis par la personne. Donc, ils n'ont pas. Mais ça peut arriver. C'est pourquoi on peut nous inventer des systèmes dont le monde peut s'en inspirer. Ça peut arriver. Alors, réorganisation territoriale, chose aussi qui avait été évoquée, c'est que ici, l'espace, je rejoins un maître, l'espace est un élément important, un élément de gouvernance. Parce que si vous vous concentrez sur là où il y a plus de personnes, dès que vous allez à 50 km du fleuve Niger, il y a presque, en fait, c'est presque un vide, à part les populations nomades qui ne sont jamais enregistrées. Mais c'est un vaste territoire. Avec la Belgique, vous avez plus de 1000 km de frontières. Si vous ne prenez pas en compte l'espace comme un élément de prise en compte des voies et des décisions, ça peut exister. Certains pays l'ont fait, d'ailleurs, comme paramètre. Donc c'est important, mais il faut respecter aussi... Maintenant, on peut revenir à ma question par rapport à la gouvernance. Alors, qu'a-t-on vu comme outil de gouvernance dans une situation pareille, c'est-à-dire d'outils, de mesures de gouvernance, et qui sera chargé de contrôler l'utilisation efficace en fait, des ressources que l'État est censé transférer alors, à ces... Vous savez, c'est l'absence même de cette gouvernance qui a mené à certaines dérives. Aujourd'hui, c'est pourquoi les gens ont envie d'avoir, de façon plus proche, des instances, des institutions, d'ailleurs, pas que des instances ou des organes, des institutions qui veillent à cela. C'est pourquoi on parle de l'Assemblée régionale, qui a, vous allez l'évoquer plus tard, dont l'acte administratif est exécutoire. Et le contrôle est a posteriori. Il avait parlé de cela. C'est que ça permet à quelque part à l'Assemblée de veiller à cela. Après, il y a des mécanismes qui sont nationaux, dans le cadre de la transparence. Autant la Commission nationale contre l'enrichissement illicite est valable à Kayi, et autant valable à Kouloukouro pour l'avenir. Donc, ces mesures, ça existe. Le contrôle existe. Donc, comme dans la fonction publique de collectivité ou de la fonction publique de l'État. Donc, ça, c'est un élément aussi qui peut être de contrôle. Les populations, en étant elles-mêmes au cœur des politiques qui sont définies localement. Parce qu'il y a une autre chose qui s'appelle l'inclusivité. Moi, je pense que l'inclusivité, ce n'est pas uniquement le fait de participer à la police nationale pour se sentir inclus dans la police nationale, mais c'est uniquement d'être consulté dans la politique qui va être définie par la sécurité. Donc, moi, je pense que les populations, dès qu'elles sont incluses dans ces décisions-là, elles peuvent avoir un contrôle d'elles-mêmes, de contre-pouvoir. Vous créez un contre-pouvoir qui fait peur, qui est une forme de dissuasion par rapport à la corruption. Mais je vais rapidement, permettez, s'entraîner sur les questions de l'accord. Moi, je suis d'accord que nous sommes allés, il y a un contexte qu'il fallait prendre en compte, qui était très important. Mais ceux-là qui sont venus pour qu'il y ait un accord, le gouvernement de la République du Mali avait accepté l'accord avant la CMA. Ça veut dire c'est un gouvernement souverain, accompagné par des États, qui a dit « je suis d'accord », pendant que nous, on n'était pas d'accord. Ensuite, nous sommes venus d'accord après la signature d'un document du 5 juin 2015 à Alger, qui s'appelle « Réveil de conclusion », qui donne des détails sur la conférence nationale
le consensus autour de ces questions-là. Et la CMA, après, est revenue accepter l'accord pour la plateforme accepter avec le gouvernement. Mais nous sommes revenus, c'est pour que nous, on a signé le 20 juin. Donc, je peux accepter qu'il y ait des expertises parallèles à cela, mais un accord, dans ce cas, dès que le gouvernement souverain du Mali a signé cet accord et que nous l'avons signé, ça ne peut être qu'un document consentant. C'était entre parenthèses. Mais je ne suis pas dans le secret de Dieu. Oui. Parce que j'ai l'impression que... non, je vais terminer s'il vous plaît. Rapidement. Non, je n'ai pas été très long par rapport à certaines interventions, mais je vais arrêter là. C'est pour dire qu'il n'est pas intéressant, souvent, de laisser l'opinion dans un doute permanent. Si quelqu'un sait où cet accord a été rédigé, en secret, à des éléments, il faut qu'il les communique au peuple. D'accord, merci. C'est son devoir. Merci, c'est très important. Merci beaucoup, M. Ataï. M. Aïdara, c'est autour de M. Aïdara maintenant. Oui. C'est vraiment autour de M. Aïdara. Je suis en viendrai, train de suivre l'ordre de passage du micro, M. Moulay. M. Aïdara, parlons toujours en fait du contrôle, en fait des ressources de l'État qui doivent être transférées aux différentes communautés, aux différentes régions. Qui a l'obligation en fait de contrôler en fait ces ressources-là dans ces climats justement d'insécurité. Alors le représentant de l'État qui peut-être sera chargé de contrôler tout cela, alors à quelle sécurité, ça vit dans quelle sécurité lui permettant de faire son travail correctement selon vous? Vraiment, vous avez tellement détaillé la question que la réponse s'en trouve. D'accord. Se retrouve. Je dis pourquoi. Non, c'est la vérité. Je dis pourquoi. Votre question, je la mets à la fin de mon intervention parce qu'il faut que je dise autre chose. D'accord. Je dirais autre chose par rapport au Sénat. Permettez-moi. Parce que j'ai passé par l'Assemblée nationale. Déjà sous ATT, il y avait la proposition de faire le Sénat. Ce n'est pas l'accord qu'il a demandé. L'accord l'a demandé, mais ce n'était pas l'accord qu'il a initié. Cependant, le bicaméralisme entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour le Mali peut avoir un effet positif. Pourquoi? Mais il faut être prudent là-dessus. Le constitutionnaliste peut m'arrêter ou bien me contredire. En ce sens que l'Assemblée nationale, à cause de ce qui nous arrive, nous votons pour des gens qui partent à l'Assemblée, qui ne savent même pas lire les documents qu'on leur soumet, au nom de la majorité, au nom de la politique. Si le Sénat, on doit élire le Sénat dans les mêmes conditions, ce serait la même chose, rien ne changera en valeur ajoutée, même si ça passe par 10 chambres de la même manière, a fortiori 2. Donc, quelle est la manière de corriger les lacunes des élections de l'Assemblée nationale par la deuxième chambre? Ça veut dire tout simplement, de façon intelligente, avec ce qu'ils viennent de dire, responsable, compléter les élus du Sénat par des désignations. Moi, je ne le vois pas par rapport aux communautés traditionnelles, des gens qui veulent avoir des caddies pour venir. Non, 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 ça ne m'apporte rien sur la religion. Non, ça ne m'appelle pas cette représentativité. Ce que je veux, c'est que quand on dit qu'on a vu l'envergure des élus du Sénat, on n'a pas d'avocat là-dedans qui peut nous appeler quelque chose. Appelez-moi M. Touré, je le désigne avocat. Là, j'augmente la valeur. Et chaque commission peut avoir des techniciens dans ce sens pour améliorer les décisions de l'État et pouvoir mieux comprendre les lois. Je suis passé par l'Assemblée, je sais de quoi je parle. Maintenant, le nombre. Mais écoutez, il y a 147 députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour 60 000, les populations, 60 000 habitants, un député. Ou une circonscription, un député. C'est pour cela qu'à Sikasso, à Koutiala, on a 8 députés, ou à Bougouni, mais à Kidal, on a un député ou des députés qui sont élus avec 600 personnes. Mais c'est parce que c'est un cercle, c'est une circonscription, c'est tout normal, ou bien 3000 personnes. Ou bien 3000 personnes, je donne un exemple. Non, non, ne t'en fais pas sur les 600. Je sais de quoi je parle. Tiné Sako.
Tinesako, avec combien d'électeurs il y a eu un député, alors que les autres ont 60. Or, aujourd'hui, si on améliore le nombre de députés, même si on fait avec les 16 millions d'habitants que nous avons au Mali, même si on fait 70 000 habitants pour un député, on aura 243. On va les mettre dans quelle salle à Bamako? Avec quels moyens? A fortiori si on augmente encore. Donc il y a des problèmes de dosage. Les Maliens sont intelligents. Il faut trouver le meilleur mécanisme pour désigner nos députés. En combinant les deux possibilités. L'interrégionalité permet de se faire représenter par un député. Il n'y a pas de problème. Mais ça, il faut que ce soit accepté dans le cadre de ce qui est la vérité. Je n'ai pas plus de droits à Kidal que celui de Sikasso. Donc, mettons-nous ensemble pour savoir comment on va être représenté. Mais cependant, il faudra que tout le monde soit là. Alors, votre question maintenant, c'est le fait de demander comment on va pouvoir contrôler l'utilisation efficace. Parce que tout simplement, franchement, vous savez, quand on essaie de créer un désordre là où ça n'existe pas, ou bien d'amener obligatoirement un changement, même quand c'est bon, on crée du désordre. Voilà ce qui est. Nous avons une décentralisation qu'on a amenée il y a combien d'années? Ousmane Sissé Kazela, il a même eu un prix. On a voulu le mettre. On veut que ce soit poussé. On veut que ce soit régionalisation. On n'a pas les moyens. L'État n'a pas les moyens de tout ça. Encore mieux. En tout cas, moi, à Tombouctou, si on me demandait d'être vraiment dans le cadre de la régionalisation, ou simplement, mais des communes comme Tombouctou, commune urbaine de la ville de Tombouctou, qui a 10 fois moins de ressources qu'une commune rurale parce que là-bas on a l'or, mais je vais vivre comment? Les ressources qui sont dans ce désert-là, qui nous font faire tout ce problème de rébellion, de poussée, de ceci, de cela, en estimant qu'il y a beaucoup d'or, beaucoup de pétrole, c'est pour quand? On ne les a pas d'abord. C'est utopique. Mettons-nous ensemble sur ce dont nous disposons aujourd'hui, utilisons-le à bon escient et faisons ce qui est réaliste. Voilà comment moi je vois. Merci, M. Aidara. M. Moulay, chapitre 6, article 13. Additionnellement à la fixation des taux des taxes et redevances et impôts locaux, tels que stipulés à l'article 8 du présent accord, chaque région jouit de la latitude de créer des impôts adaptés à sa structure économique et à ses objectifs de développement dans le cadre de la loi. Certes, là, on parle des impôts, mais est-ce que nous ne pouvons pas penser que tout cela va peut-être alors être extrapolé au point que alors il y aurait des lois de la République et des lois des régions? Et si c'est le cas, d'ailleurs, souvent, au cas où c'est le cas, disons, est-ce que vous voyez des inconvénients ou plutôt vous voyez des avantages à cela? Merci Dissa. Mais avant de venir à votre question, je voudrais quand même revenir un peu sur ce que mon camarade Taï a dit ici. Parce qu'à 2 reprises, il a cité que la CMA et la plateforme ont convenu d'eux. Non, la plateforme n'est pas dans cette logique. La plateforme pense qu'il y a eu sincèrement des avancées sur les aspects politico-institutionnels. La plateforme n'a pas non plus signé le relevé des conclusions qu'il a tantôt évoquées, et sur lequel il y a eu trop de débats la semaine dernière, et je crois que ça suffisait comme débat. Donc, après avoir apporté cette précision, je voudrais dire que si on peut faire une loi à Todeni, on peut faire une loi à Tombouctou, contraire à la loi nationale, on rentre dans ce qu'on appelle le fédéralisme. Ce n'est pas possible. Pour moi, ce n'est tout simplement pas possible. Et ce qui est par contre possible, c'est qu'à Koutchala, on peut imposer aux charretiers, parce qu'ils sont nombreux, une taxe de 1000 francs par charretier. À Todeni, je peux imposer 25 francs par barre de sel. Bon, ça, c'est des particularités effectivement propres à chaque région. Chaque région doit pouvoir savoir où est-ce qu'elle va tirer ses ressources pour se développer. Et je crois que c'est de ça qu'on parle. Et non pas qu'une région puisse avoir des lois propres à elle pour créer des richesses. Non, ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, en tout cas, dans la forme actuelle de notre Constitution. Ceci dit, je reviens sur les aspects démographiques et géographiques. Et
le nord du Mali, c'est quand même 877 000 km². Quand le Mali, c'est 1 221 000 km², c'est les 900 000 km que représente le nord. Alors, on ne peut pas être fier de dire on a le Mali si on ne contrôle pas le 900 000 km² du pays. Alors, je souhaite que tous les Maliens comprennent que s'il n'existe que 10 personnes à Arawan, ou 10 personnes à Boujbéha, ou 30 personnes à Todeni, c'est des Maliens. On a besoin d'eux. Moi, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement en 2007. Je fais un tour à Boujbéha, que Sandy connaît bien. J'ai trouvé le chef de village de Boujbéha. Je lui dis, ah, il semble qu'il y a même des terroristes dans ta zone, tout ça. Il me dit, non, les terroristes, c'est vous. Moi, je suis là depuis l'indépendance. Je n'ai jamais vu un fonctionnaire de l'État du Mali. Quand mon puits est bouché, c'est ceux qui t'appellent terroristes qui viennent m'aider à le déboucher. Quand j'ai mal à la tête, c'est eux qui me donnent quelques comprimés d'aspirine. Quand je faim, c'est eux qui me donnent quelques sacs de semoule. Alors, qui est l'autorité? Est-ce qu'on peut laisser une zone vivre comme ça? Est-ce que quand on laisse une zone vivre comme ça, elle ne nous échappe pas? C'est pourquoi c'était fondamental qu'on crée une administration dans cette zone. C'était fondamental qu'on opérationnalise cette zone. Quand il y a une région, il y aura un gouverneur, il y aura forcément une zone militaire. Voilà, nous, c'est plutôt en partant vers un contrôle du territoire que nous avons demandé qu'il y ait l'administration au nord. Nous, on n'a jamais dit à l'administration tu n'es pas là, bien au contraire. On souhaite que l'administration soit là. Parce que tu quittes Tombouctou, je prends Sandy à témoin, tu fais 700 km avant d'arriver à Todeni. Il n'y a pas un policier, il n'y a pas un gendarme, il n'y a pas un garde. C'est ça le danger. Et c'est pourquoi on ne contrôle pas le territoire. Il faut faire en sorte que l'État soit. Il faut aider l'État à y être. Je reviens un peu à ce que Maître Touré disait tout à l'heure. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord que par rapport à l'accord, on ne peut pas changer l'accord, on l'a signé. On peut pourtant réfléchir à une application intelligente de l'accord. Et Touré a dit tantôt, on ne peut pas commencer par les aspects politico-institutionnels. Je suis d'accord qu'on ne peut pas commencer par ça et faire ça seulement et ignorer les aspects sécuritaires parce que ça va nous rattraper. Par contre, il faut aller très vite vers une armée reconstituée, composée de tous les enfants de la nation, qui va être vite et très vite redéployée sur toute l'étendue du territoire. Voilà une solution qui sera bien pour qu'effectivement le reste de l'accord puisse être appliqué. Merci, M. Moulay. Merci, Lisa. Nous allons passer à la dernière question plateau. Je la poserai à tout le monde, cette question. Je commencerai par vous, M. Al-Bachar, avec l'accord. Vers quelle forme d'organisation territoriale allons-nous et pourquoi selon vous? Très bien. Juste avant de répondre à votre question, je vais encore réagir, surtout par rapport à votre avant-dernière question qui est relative au contrôle des ressources. Je pense que les régions du Nord ont connu ce problème. Il y a une certaine organisation oligarchique d'individus qui s'est installée depuis la première, la deuxième République qui est là et qui détourne, il faut le dire clairement, qui détourne les fonds qui sont alloués au développement des régions du Nord. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse, on la voit bouger dans la région de Tombouctou, dans la région de Gao, dans la région de Ménaka. Il y a une jeunesse consciente qui aujourd'hui doit s'arrêter pour prendre la relève. Maintenant, pour répondre à votre question, je voudrais dire, je pense, à mon avis, que l'accord nous conduit vers une décentralisation poussée qui permettra aux populations de nos régions de vraiment gérer leurs affaires, ce qui a été expliqué ici. Et ça permettra de désenclaver nos régions. Ça permettra aussi à l'administration centrale de pouvoir être beaucoup plus efficace en déléguant bien sûr certaines fonctions aux populations localement. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Al-Bachar. Maître Touré. Merci beaucoup pour cette question. Le temps imparti est relativement court. Mais moi, je pense que, pour répondre directement à votre question, si on met ensemble, bout à bout, toutes les mesures qui sont prévues dans cet accord, on arrivera forcément à un type de région-État. Que ce soit le mode d'élection des présidents de l'Assemblée régionale, que ce soit les pouvoirs qu'on va transférer, que ce soit le contrôle dont disposera les représentants de l'État, que ce soit même la composition du Sénat,
on va directement vers un type de région-État. Et des régions-États existeront dans un État qui n'a pas la capacité de réguler, qui n'a pas la capacité de contrôler quoi que ce soit. Je n'ai pas peur de la régionalisation. Je n'ai pas peur de la décentralisation. Mais ce qu'il est important de se dire, c'est que tout ça se fait dans le cadre d'un territoire et d'un État. Et si on n'a pas un État qui peut contrôler et réguler tout ça, ça ouvre la voie à tout. Donc nous devons, par précaution, prendre les mesures pour renforcer l'État. Parce que si l'administration est là, parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'État, l'État est faible, l'État est affaissé. Un État faible ne décentralise pas. Un État affaissé ne décentralise pas. Un État diminué dans ses fonctions immunitaires que constituent les forces armées et de sécurité ne peut pas se permettre de déléguer. La délégation est forcément assortie d'un pouvoir de contrôle. Et ce pouvoir de contrôle, nous ne l'avons pas parce que nous n'exerçons pas la souveraineté sur l'ensemble du territoire national. La meilleure manière, c'est de dégager les points de convergence. Ici, on est tous d'accord que c'est la sécurité. L'armée est déployée. On est tous d'accord que c'est le déploiement des services sociaux de base. Et les questions politiques et institutionnelles, j'insiste là-dessus, on va les mettre en sommeil. Elles se résoudront toutes seules. Je vous le garantis. Mais si on continue le forçage, à harceler la Constitution, à vouloir faire ce montage hybride, on ne sait même pas à quoi ça ressemble. Sandy parlait tout à l'heure du rôle d'un Sénat normalement constitué dans le cadre de l'amélioration du travail parlementaire. Mais le Sénat qui est prévu dans l'accord, qu'est-ce qu'on dit? L'idée existait avant l'accord. Mais le Sénat dont on a parlé dans l'accord dit que ce Sénat va servir à la promotion de l'esprit de cet accord. Et l'esprit de cet accord, c'est l'amélioration de la représentativité des populations du Nord. On aura quel type de sénateurs? Des sénateurs originaires des régions qui vont représenter les régions alors que les députés sont élus dans un endroit mais représentent l'ensemble de la nation. Donc si un sénateur issu d'une région représente la région, nous sommes dans un type de Sénat dit d'une forme de fédéralisme. Le bicaméralisme maintenant de forme fédéraliste. Donc on a les germes de ces petites notions-là qui sont en train de passer entre les mains. On veut faire un montage administratif dans ce contexte-là. Il faudrait arrêter. Les groupes armés doivent comprendre que l'État doit revenir. Merci. Ils doivent le comprendre et ils doivent accepter cela parce qu'ils se sont engagés depuis Ouagadougou. Merci. À ce que cela soit. Merci, M. Touré. Docteur Sissoko. Monsieur Dissa, oui. Je vais revenir sur certains points. Est-ce qu'on aura le temps? Oui, non, rapidement. Ok. Quand on dit que conserver l'intégrité territoriale du Mali dépend de la mise en accord, c'est faux. Poursuivre la mise en accord de l'accord met en danger l'intégrité territoriale du Mali. Le président nigérien l'a dit. Maître Konaré n'a jamais cessé de le dire. Il a considéré Kidal comme un passoire. Personne ne l'a écouté. Et pourtant, le président du Niger est venu répéter ça. Tout le monde a entendu. Avec des preuves à l'appui. Écoutez, je parle. Deuxièmement, quand on dit la régionalisation, le Sénat, j'en connais de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, je ne le dis pas. Parce que tout ce qui est de cet accord qui n'existe pas, ça ne m'intéresse pas. Cet accord n'a jamais existé. Il est illicite. Il a été fait sur la base de la violence des groupes armés qui sont sous, qui doivent pénalement répondre de leurs actes. Et tant qu'on ne le fait pas, l'état des droits ne sera jamais respecté. Et là, notre démocratie ne va jamais avancer. Je continue. Le Mali, si c'était un titre foncier, c'est le nom du Mali qui est marqué sur le titre foncier. L'esprit déjà de considérer que le Nord fait 9000, voilà des idées séparatistes. Or, nous sommes partis sur le vouloir vivre collectif. Moi, je suis kaïsien. Mais je n'ai jamais considéré. Et je rappelle la formule célèbre de Moussa Traoré, qui a dit avant d'être Gaoa ou kaïsien, on est d'abord malien. Moi, je ne connais pas la superficie de Kaï. Moi, je ne connais pas. Mais je connais la superficie du Mali. Parce que je suis républicain. Voilà de telles idées séparatistes qu'il faut combattre. C'est pourquoi il a besoin des cours magistraux du professeur. L'ambassadeur français l'a dit qu'il faut ajouter du désordre au désordre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je crois que ces gens-là, ces groupes armés, doivent comprendre
qu'ils sont voués à l'échec. Leurs actions de régionalisation est vouée à l'échec. Parce que la régionalisation, moi je suis de Caille. J'ai mon grand-père qui a travaillé à Gao, qui a marié une femme de Gao, qui a eu des enfants à Gao. Au moment des élections, quand ce Sissoko va se lever, qu'est-ce qu'on dira? Va chez toi, tu n'es pas d'ici. Le Mali est un seul peuple. Nous ne sommes qu'un. Et que la régionalisation va venir bousculer. Alors moi je crois, il faut se ressaisir rapidement. Ceux qui disent qu'il faut commencer par là, tout ça, ils sont dans l'accord. Moi je ne suis pas dans l'accord. Merci docteur Sissoko. Monsieur Ataï, avec l'accord, vers quelle forme d'organisation territoriale allons-nous? Et pourquoi selon vous? L'accord ne parle pas que d'organisation territoriale, il parle de beaucoup de choses. Ensuite, ce qui est important, je vais d'abord assurer mon professeur, qui va d'ailleurs enseigner, je pense, à la faculté de droit, qu'on respecte son opinion. Je n'étais pas en train de l'arrêter, mais quand même, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas totalement d'accord. Après, une chose est certaine, c'est que j'avais évoqué les questions, l'avancée sur les questions politico-constitutionnelles. Maintenant, sur les questions de défense, comme M. Touré insiste là-dessus, sur les questions de défense, lorsque l'accord dit bien que c'est l'armée reconstituée qui a redéployé et qu'on n'est pas encore arrivé à l'armée reconstituée, comprenez bien qu'elle ne va pas être redéployée. C'est l'accord qui le dit. Tant que cet accord n'est pas caduc, avec le gouvernement jusqu'ici, à preuve du contraire, le président de la République n'a pas dit que l'accord est caduc. Donc nous estimons qu'il reconnaît bien que c'est en reconstituant l'armée qu'elle sera redéployée. Donc on n'est pas arrivé à cette phase, c'est un processus qui va s'accompagner. Et cette reconstitution de l'armée n'est pas qu'intégrer des éléments dans le corps. C'est l'architecture de l'armée, c'est beaucoup de choses qu'il faut voir ensemble. Quel type de défense, quel type, tout ça. Donc il n'y a pas que des questions d'organisation territoriale qu'on va voir, mais également c'est beaucoup d'aspects qui sont imminents. L'accord, j'avais dit, c'est à peu près 19 chapitres, 68 articles, et les questions ont été négociées de façon simultanée. Les questions politiques, les questions de défense, donc il faut l'appliquer de façon simultanée. On ne peut pas prendre un volet de sécurité et de défense, l'appliquer, laisser l'autre après. Sinon, le gouvernement l'aurait fait sans que... Maintenant, ce qu'il y a, c'est que les jeunes n'ont pas les mêmes approches et n'ont pas les mêmes relations avec le pouvoir central. Si les gens ont recours à des armes, ils sont venus de loin. L'État aussi, au nom de la puissance, l'armée nationale de la puissance publique a employé la force contre des gens qui n'étaient pas en guerre contre lui. Donc, nous, on pense que quelque part, si les gens sont allés aux armes, c'est quelque part, ils ont les raisons, mais ce n'est pas l'élite de les expliquer. Là, nous sommes sur l'accord. Maintenant, pour vous dire que par rapport à la Constitution, parce que quelqu'un a parlé de cela, moi, je crois que même la Constitution elle-même, elle fixe des principes que le président de la République, à l'article 50, ne peut pas violer, où il y a les pouvoirs exceptionnels du président de la République, article 50, qui dit bien que même si le président prend des décisions exceptionnelles, c'est en respectant ces principes-là. Même le comité d'experts qu'il a mis en place, il y a un mandat qu'il a le comité d'experts. Il ne peut pas aller au-delà. L'accord dit la même chose. Alors, ça veut dire que cette révision ne doit pas toucher à ces principes-là. Donc, on peut aller à tout, sauf toucher à ces principes, dès qu'ils sont acquis à la fois dans la Constitution et dans l'accord. Mais il y a des choses, nous sommes d'accord, il a dit, qu'on ne peut pas appliquer sans réviser la Constitution. Et cette Constitution qui dit que tout ce qui n'est pas interdit par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. C'est l'article 11 de la Constitution. Donc, tout ce qu'on n'a pas mis au clair en matière de libre administration, en matière de poussée, en matière de transparence, de finances, transfert de ressources, même si les ressources. Vous avez dit qu'il y a 30% de ressources prévues aux collectivités. Mais on a dit aux collectivités. Et on a dit, et de façon particulière pour certaines régions. Ça, c'est le principe de la péréquation, qui est un principe aujourd'hui presque universalisé dans certaines constitutions. Donc, je vais seulement dire que c'est important aujourd'hui d'aller à des réformes. Ousmane Sy, qui était ancien ministre, qui est un des pères de la décentralisation, a écrit récemment. Il dit bien, soit réformer ou périr. Moi, je dirais même, se refonder même ou périr. D'accord, mais donc aujourd'hui, les réformes sont inconditionnelles. Pour ces réformes-là, justement, ou avec ces réformes-là, vers quelle forme d'organisation territoriale allons-nous, monsieur Ataï? Oui, moi je pense que l'accord, si on le lit, ceux qui le lisent, nous sommes en train d'aller vers la régionalisation, qui est basée sur les principes de la libre administration et qui, de façon évidente, évoque les principes que j'avais cités ici, qui sont des principes à la fois de spécificité et des principes, pour ceux qui ne savent pas, de péréquation. Et ceci,
c'est vraiment quelque chose qui se passe dans l'État unitaire. Dans l'État unitaire, dans l'État souverain. Et c'est vraiment la conséquence de bien des choses dont nous sommes sortis. Merci. Et nous venons de loin. Je pense qu'aujourd'hui, l'idée, c'est d'aider à ce que l'accord soit appliqué à tous les niveaux. Je vous remercie. Merci, M. Atay. Oui. Merci beaucoup. Pour la même question. Merci beaucoup, Dissa. Et avant de venir quand même à la question, j'ai entendu le professeur dire que j'ai encore besoin d'un cours magistral. Moi, j'en ai besoin. J'ai dit que c'est les Maliens qui sont en train de nous regarder, qui n'attendent pas de nous un cours magistral. Ils ont besoin de paix, de développement et de sécurité. Cela se fait dans le cadre de la Constitution. On y va, s'il vous plaît. Bon, je crois que vous Monsieur allez... Moulay, répondez plutôt à ma question. Ne vous adressez pas directement à lui. Je vous en prie, allons-y. D'accord, de ça. Donc, ceci dit, on ne peut pas avoir quand même un débat aussi important sans avoir une pensée pour tous ceux qui sont en train de mourir encore tous les jours à l'intérieur du pays. On ne peut pas ne pas avoir une pensée pour toutes ces populations qui sont à l'extérieur, en dehors de leur pays, les réfugiés. On ne peut pas avoir une pensée pour toutes ces populations qui se sont déplacées à l'intérieur du pays parce qu'elles ne peuvent pas être chez elles. Je voudrais avoir une pensée envers toutes ces populations-là. Et je souhaite que tous les Maliens se mettent ensemble pour une normalisation de la situation. Quelqu'un a dit ici que le président du Niger, d'ailleurs en même temps que le président du Mali, ont dit que l'État du Mali doit reprendre ses droits à Kidal. Je suis aussi de cet avis. Ceci est très important. Et ça va être une fierté pour tous les Maliens. Mais on doit travailler et travailler davantage à amener tous ceux qui ont accepté de dire qu'ils sont pour un Mali indivisible, d'être des Maliens à part entière, ou d'être des Maliens entièrement. On ne doit pas sentir que l'accord, qui sous-entend quand même l'arrivée ici, est menacé, ou qu'il est décrié. Il est là pour la paix, on a dit. On n'a pas dit que c'est un accord de paix, on a dit que c'est un accord pour la paix. Alors, et surtout, quand on a des éminents cadres comme le docteur Sissoko, des professeurs en droit, je crois qu'il doit revenir à des meilleurs sentiments, lui, pour être un avocat, Quand lui, il connaît tout ce qui est comme droit pour les gens, pour aller l'enseigner aux gens, mais moi, je sais qu'il me faut 1000 km pour arriver chez moi. Je suis à Bamako, la capitale. Lui, il a besoin je suis obligé de chercher à connaître la superficie. Et revenons à la question finale. Alors, avec cet accord, vers quelle forme d'organisation territoriale allons-nous? En fait, je crois qu'on l'a dit, on l'a répété. L'accord, de mon point de vue, vous prenez page par page l'accord, de sa première page à sa dernière page. Il n'y a pas une seule page qui permette à une région du Mali d'avoir une loi propre à elle, contraire aux lois de la République. Donc, pour moi, je suis très très loin de ceux qui pensent que c'est un fédéralisme voilé. L'accord, il est très clair. L'accord, il est politique. Il faut l'interpréter politiquement. Il faut faire en sorte que les partis à l'accord, notamment le gouvernement, la CMA, la plateforme, ce qu'on appelle les mouvements de l'inclusivité, acceptent de se concéder le minimum pour qu'ensemble nous soyons des Maliens à part entière. Voilà ce que je vous ai dit. Merci, M. Moulay. M. Aïdara. Oui, merci. Vous savez, c'est devenu une habitude de tout le monde d'intervenir sur ce qui a été dit parce que quelque chose m'a marqué. Alors je le dis aussi, un petit point qui m'a échappé la dernière fois, c'était que, en parlant du Sénat, dans notre vision, le Sénat, pour éviter que les gens pensent que c'est une charge supplémentaire à l'État, ça remplace les hauts conseils des collectivités. Or, dans l'accord, les deux sont cités. C'est ça que je ne comprends pas dans l'accord. Le Sénat est cité, le Haut Conseil des collectivités est cité. S'il te plaît. Je le sais, je l'ai lu. Alors, deuxièmement, la sécurité. Il a dit, il faut la sécurité. C'est une réalité. La sécurité en dehors de l'armée reconstituée, qu'on attend jusqu'à preuve du contraire pour être mise en œuvre, pour que cette armée se redéploie sur le territoire. Mais qui crée l'insécurité? Ceux qui sont à la tête le matin et qui, dans la nuit, font le contraire de ce qui les a engagés ou leur signature. Je rappelle simplement une expression de mon doyen Nok Agacha, feu, que Dieu l'accueille. Il a dit en son rey, Tefer Farka Manyamti Koro. C'est ça le comportement de nos jeunes, de ces jeunes dont je connais
l'origine. C'est-à-dire, Attachelan va inciter Lien. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire? Voilà. Alors donc, ce sont eux qui créent, ce sont eux qui disent le contraire. Donc il faut que ces gens-là, on puisse leur dire, vous avez signé, vous êtes d'accord, allons-y ensemble. Mieux, j'ai pensé que Moulay, avec sa réaction quand il intervenait, à Taï, il allait réagir. Je crois que ça lui a échappé. Quand il a dit le gouvernement a signé avant vous, vous êtes venu signer le 20, avec ce que l'a demandé à l'autre débat. Donnez-nous ce que vous avez augmenté à l'accord. Donnez-nous ce que la CEMA a augmenté à l'accord qui n'est jamais venu. Non, non, non. C'est les 12 revendications, j'ai la liste, 16 même. J'ai la liste. Qui sont inapplicables en l'état. Inapplicables en l'état. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, vous avez signé après l'état parce que vous avez contraint l'état à accepter cet agenda-là, que tout le monde n'a pas vu. Maintenant, franchement, je veux donner ce conseil pour dire aux uns et aux autres, le Mali, qui a été un exemple il y a longtemps, qui a été combattu pour des raisons inavouées, qui ne seront jamais dites, les richesses du Sahara, convoitées par une loi française qui crée les États des États riverains du Sahara depuis 1956. Cette loi existe en France. Nous, Algériens, nous, Nigériens, nous, Tchadiens, nous, Maliens, nous devons nous mettre pour dire à la France, abolissez cette loi, parce que dès que c'est une loi, chaque gouvernement qui vient est amené à l'appliquer. Alors, s'il vous plaît, par rapport à la dernière question, oui. Si on n'abat pas cette loi-là qui est utilisée de manière intelligente pour tromper des jeunes à aller en rébellion, chaque fois, attention, arrêtons, mettons-nous ensemble. Le Mali est un et indivisible. Allons-y dans ça et mettons-nous ensemble. Faisons en sorte que ce que Dieu nous a donné, cette grande étendue, ces grandes richesses, et cette complexité, cette diversité, mettons-la ensemble pour que le Mali réussisse, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Aïdara. Mesdames, Messieurs, je vous informe que vous suiviez l'émission politique, le débat d'Africable Télévision qui ce soir posait le thème accord d'Alger, décentralisation poussée, régionalisation, fédéralisme ou partition. Nous avions eu tout le plaisir de recevoir sur ces plateaux-là ce soir M. Ataïa Ag Mohamed, chargé des questions juridiques et des droits de l'homme à la CEMA, M. Eladj Baba Aïdara Di Sandi, premier vice-président de l'UM RDA Faso Djigui, M. Moulay Ahmed Ould Moulay, porte-parole de la plateforme, M. Mohamed Ag Al-Bachar, chargé de communication du MSA, Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré, avocat, juriste spécialisé dans les questions de réforme politique et institutionnelle, et enfin Dr Mamadi Sissoko, professeur de droit public à l'université. Quant à moi, mesdames, messieurs, ce fut un réel plaisir de vous présenter ce numéro de Politique le débat. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une autre aventure débat politique. Portez-vous bien. Au revoir.